bien comprendre. Vous allez auprès de Clément. Mesdames et messieurs, bonsoir. Non, pas. Je m'excuse, on a un problème de sono et ça ne fonctionne pas. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir à Saint-Laurent. Pour certains, c'est une première parce que tout le monde ne connaît pas la salle. Ça ne fait que 4 ans et demi qu'elle est en service. Et puis, je vous souhaite une bonne réunion. Et bonjour à M. le préfet, les responsables de la DTM, que j'ai pas enregistré les noms, excusez-moi. Jean-Pierre, et puis Denis Laporte qui essaye de nous mettre la sono parce qu'on a voulu régler mais ça ne fonctionne plus du tout. Quand on veut bricoler, c'est pas bien grave. Donc je vous souhaite bonne réunion et bonne soirée. merci. Et je vous laisse la parole, monsieur le sous-préfet. Merci, monsieur le maire. Alors, je vais essayer de parler. Est-ce que tout le monde entend jusqu'au fond de la salle? Les derniers rangs là-bas. Ouais. Eh ben, monsieur, il y a de la place devant. Ben si, ben venez. Si vous entendez pas bien, parce que sinon on va pas se casser la voix. Alors, les gens qui sont chez Audica, au premier rang. Ouais, c'est vrai, il ne faut pas se faire de pub. Mais je connais que ça. Désolé. Bien. Mesdames et messieurs, merci d'être présents ici pour cette réunion d'information que nous allons conduire ici, alors aux côtés des élus, de la communauté d'agglomération. Merci à monsieur le maire de nous accueillir dans cette salle de Saint-Laurent-Tergat. Mes collègues de la DDTM qui vont rentrer un petit peu de la direction départementale des territoires et de la mer, pour ceux qui savent ce que je vais essayer d'éviter de parler en acronyme, qui sont à mes côtés pour la partie technique et qui seront là pour répondre à toutes les questions. Bon, si vous voulez bien, la réunion va être plutôt en 2 temps. On va laisser un petit peu la présentation du projet. Je vous expliquer en 2 mots ce qu'est le projet, puis je vais passer ensuite la parole aux sachants, c'est-à-dire mes collègues de la DDTM. Puis ensuite, bien entendu, on répondra à toutes les questions. Toutes les questions sont bonnes. C'est une réunion d'information, donc il faut que ce soit un échange. Et il n'y a pas de... Voilà, c'est en toute transparence. Alors, pour introduire le débat, vous avez entendu parler de PPRI, le plan de prévention des risques d'inondation. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un PPRI? Alors, il y a des gens qui savent évidemment ce que c'est, les élus, les techniciens, les gens qui savent. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un plan de prévention des risques d'inondation. Ça fait partie des plans de prévention des risques naturels, des PPRN. Il y en a plusieurs, il peut y en avoir pour diverses raisons. Des plans de prévention des risques naturels, ça peut être quand on est en dessous d'une montagne pour des risques d'éboulement, ça peut être aussi dans des vallées un peu escarpées pour des risques de crues torrentielles, ça peut être au bord de la mer pour des risques de submersion, et puis ça peut être dans une vallée avec une rivière pour des risques d'inondation, de crues notamment liées aux crues. C'est un document alors qui se construit, non pas de manière unilatérale, ni par l'État, ni par les collectivités, ni par les associations, ni par une seule entité. C'est un document qui se co-construit, qui se construit sur initiative de l'État, bien sûr, puisqu'on détermine qu'il y a une zone dans laquelle il faut regarder quels sont les risques naturels encourus. Et ensuite, ça se construit parce qu'ils en ont la compétence avec les collectivités, notamment par la loi MAPTAM. Part de 2014, c'est ça. Plus depuis 2018, la compétence GEMAPI, la gestion des milieux aquatiques et des prévention des inondations, qui est confiée aux intercommunalités. Où on en est dans la procédure de l'établissement d'un PPRI. Vous l'avez compris, le PPRI, il va guider l'aménagement du territoire pour tenir compte des constructions, c'est ça qui vous intéresse certainement aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut construire dans une zone où on a déterminé qu'il y avait un risque. C'est un document qui va être prescriptif par la suite, c'est-à-dire qu'il va s'imposer au PLU ou au PLUI des communes, et qui va déterminer les zones dans lesquelles on peut ou pas
faire des activités. Ce n'est pas un document qui interdit tout, c'est un document simplement qui dit attention, pour faire ça, il faut que ça soit à telle hauteur, etc. Il faut qu'il y ait minimiser les risques pour les personnes, évidemment, d'abord, avant tout, et pour les biens. Alors, la procédure du PPRI sur la cellule, ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est le document technique qui est fait par tous les ingénieurs, hydrologues, les services de l'État, etc. Le document technique a été abouti, a été réalisé. Comme je vous dis qu'il est co-construit, il a été transmis ensuite aux collectivités, aux communes. Alors je crois qu'il y a 13 communes sur ce PPRI de la cellule qui nous intéresse ce soir. Il a été transmis aux 13 maires et aux 13 conseils municipaux qui vous représentent, de manière à ce qu'ils puissent se prononcer sur le dossier technique du PPRI. Et je crois qu'on attend les délibérations d'ici le mois de septembre des collectivités, des mairies qui sont concernées. Parallèlement, on conduit ces réunions d'information pour le grand public, si je peux dire, pour tous les gens qui sont intéressés, qui habitent dans la vallée ou ailleurs, hein, d'ailleurs ça peut être un titre de curiosité, une réunion d'information, de manière à ce qu'en toute transparence, on vous dit précisément quel est l'état du dossier technique, avec des cartes, des plans, vous verrez tout ça, vous pourrez vous situer par rapport à ça, c'est ça qui est intéressant. Et ensuite, une fois que les collectivités, qu'on aura eu l'accord sur le dossier technique, il y aura la partie, alors là c'est une information, mais la partie droit de regard, je dirais, de tout un chacun, de tous les habitants qui sont concernés à quelque titre que ce soit par ce PPRI, auront la possibilité de consulter ce qu'on appelle un document d'utilité publique. Il y aura une enquête d'utilité publique qui sera conduite dans les communes, avec un commissaire enquêteur qui est neutre et qui est désigné par le tribunal administratif, et qui recevra tous les gens qui veulent dire ce qu'ils ont envie de dire sur le document du PPRI. C'est en ce sens que je vous expliquais que ce document, il est co-construit. Voilà les procédures. Donc, vous voyez, le dossier technique est fait aujourd'hui. Il est à la disposition des collectivités. Il est à votre disposition aussi à titre d'information ce soir. Et vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez. Et ensuite, il y aura à l'automne, septembre, octobre, à l'automne, l'enquête d'utilité publique. Alors là, c'est extrêmement cadré, formé, où tout le monde peut aller inscrire sur un registre. Vous pouvez marquer ce que vous pensez du PPRI. C'est bien, c'est pas bien, je suis pas d'accord, je suis d'accord, c'est n'importe quoi, c'est super. Tout le monde a le droit de s'exprimer sur le PPRI. Voilà. Et à la fin, l'enquête d'utilité publique va donner lieu à un rapport du commissaire enquêteur qui va écouter les gens pour, les gens contre, les gens qui voudraient que ça soit revu de telle ou telle manière, etc. Va regarder précisément et va rendre un rapport sur la base de quoi le préfet prendra un arrêté de PPRI, et à ce moment-là, on sera dans la phase clairement prescriptrice, c'est-à-dire qui va devoir s'imposer, le PPRI s'imposera à ce moment-là à tous les documents d'urbanisme qui concernent la vallée de la Céline, les 13 communes. Les PLU ou PLUI, alors plan local d'urbanisme, encore une fois, il faut que je m'habitue à ne pas parler qu'en acronyme. Voilà en gros où en est la procédure. S'il n'y a pas de questions sur cette première partie, je vais laisser la parole à Jean Kugler, le directeur départemental des territoires et de la mer, mon collègue de l'État, qui va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Bien, bonsoir à tous. Donc, comme l'indiquait monsieur le sous-préfet à l'instant, l'objectif de la réunion, c'est, je dirais, les doubles. C'est de vous informer de la manière la plus claire possible. Donc, il ne faudra pas hésiter effectivement à nous poser des questions. On a une série de slides, comme on dit, donc de présentations qui ont pour vocation de bien vous expliquer les choses. On fera des temps d'arrêt, donc notez peut-être les questions, et puis à chaque fois qu'on fera un temps d'arrêt, n'hésitez pas à les poser pour qu'on puisse éclaircir les choses. Donc ça, c'est le premier objectif, vous donner une information complète sur la manière dont a été construit ce projet de plan de prévention des risques. Et puis l'autre aspect, c'est de vous permettre de vous exprimer, alors ce soir, ou alors aussi après la réunion, puisque tous les documents détaillés sur ce projet vont être mis en ligne sur le site internet de la préfecture, et puis par ailleurs, ils figurent sous forme papier dans les 13 communes du bassin versant de la Célune. Donc vous pouvez aussi aller les consulter sous format papier, et donc vérifier le cas échéant de manière fine ce qui se passe à tel ou tel endroit.
et peut-être repérer des choses qui vous paraissent surprenantes par rapport à ce qu'on va vous dire, puisque tout est question finalement de niveau respectif entre la cote des eaux en période de crue et le niveau naturel du terrain. Donc, c'est déjà passé dans certaines situations, même si on a fait normalement le nécessaire pour qu'il n'y ait pas de bug. Moi, j'ai dans mon passé, pas très récent, mais j'ai vu des cas de figure où Monsieur Duron ou Madame Dupont nous ont signalé que la route qui figurait sur la carte à tel niveau, en fait, était manifestement un peu plus haute et que finalement les eaux passaient pas de l'autre côté. Donc c'est des choses qu'on peut vérifier après. Donc c'est aussi cet objectif-là qu'on a ce soir en vous présentant les choses. Voilà dans les grandes lignes ce que je voulais vous dire. Je dirais juste une chose avant de passer la parole à Erwan Blondel, qui est le chef du service des risques, qui est en charge effectivement de ce dossier. C'est qu'il n'y a pas, je pense qu'il faut le dire et le redire, il n'y a pas d'incidence sur le PP en termes d'impact pour le PPRI, qu'il y ait des barrages ou pas dans la vallée de la Cellule. Puisque vous allez le voir, nous travaillons sur un niveau de référence pour des crues qui sont fortes, c'est-à-dire la référence c'est la crue de période de retour 100 ans, ce qui est effectivement une crue que vous n'avez pas connue dans la vallée depuis sans doute pas de mémoire d'homme, 68 quand même, autant pour moi, donc il y a 50 ans, voilà, il y a 50 ans on a vu une centenale ou quelque chose qui s'approchait de la centenale, et dans ce cas de figure, ça c'est complètement, je dirais, vérifié et confirmé, sur une centenale, barrage ou pas, le résultat est exactement le même au niveau des côtes que vous retrouvez dans les villages à l'aval des barrages. Donc ça, il faut que je vous le dise d'emblée parce que j'anticipe éventuellement des questions, mais je pense que c'est important à dire. Donc le PPRI avec ou sans barrage, c'est le même résultat. Oui. Peut-être avec une petite différence au niveau du temps que vous aurez pour sauver les gens. Au niveau du temps. Alors, les barrages permettent de créer un espace-temps de façon à pouvoir prévenir alors le PPRI, premièrement, le PPRI a vocation à servir de base à la planification et à tout ce qui régit l'urbanisation de la vallée. Donc en clair, pour la faire un petit peu, je dirais, courte, c'est là on a le droit de construire, là on a le droit de construire avec prescription, et là on n'a pas le droit de construire, parce qu'il y a des risques. Et on n'intègre pas dans cette réflexion les questions de gestion de crise, de temps d'alerte. C'est pas ce qui est recherché par le PPRI. Là, il y a d'autres. Il y a déjà des maisons. Non, mais il y a d'autres procédures. C'est ce qu'on appelle les plans communaux de sauvegarde, PCS. Il y a des dispositifs, on pourra en parler dans la vallée, qui ont été mis en place il n'y a pas tellement longtemps, qui s'appelle effectivement le dispositif Vigicru. Vous pouvez aller voir, tout un chacun, on pourra vous donner l'adresse mail sur le site internet dédié, et vous pouvez suivre en continu l'évolution des débits. Donc ça, pour ces questions, ces problématiques d'alerte et de gestion de la crise, ça se passe sous ce mode-là. Ceci dit, ce n'est pas le sujet de la réunion, parce qu'on n'est pas sur la gestion de ce type de problématique. Dernier point, c'est que là aussi, les experts sont clairs, et il n'y a pas de contre-expertise qui démontre l'inverse. Sur une période, sur une crue de ce type-là, une centenale, barrage ou pas barrage, les délais, les temps et les vitesses d'arrivée des crues sont les mêmes pour une centenale. Donc il n'y a pas d'impact pour une centenale sur les questions de temps de réponse. Oui, ça m'est arrivé, oui. À quel endroit? Sur une rupture de digue en Alsace. Voilà, oui. Bon, ceci dit, c'est... Moi, c'était en 2010, ça revenait sur l'argent. J'y étais. Ouais, oui, non, mais vous avez raison d'être inquiet sur... Je peux vous dire que pour moi, les gens ont failli mourir devant moi. C'était vraiment impressionnant. Vous avez tout à fait raison. Moi, j'ai vu ça ailleurs dans des crues torrentielles, ce qu'on appelle des crues torrentielles. C'est effectivement très... On a la chance de ne pas être complètement dans ce cas de figure ici. Tout ce que je voulais dire ici, pour pas qu'on dévie trop, et puis je voudrais bien qu'on rentre dans le détail du PPRI d'abord, et pas être uniquement sur le du barrage. Un, vous avez dit, bon, j'y crois, vous avez le droit, d'abord, vous avez le droit de le dire, mais on n'est pas dans une histoire de croyance. Ce qu'il y a, c'est que là, personne ne s'y attendait. Oui. Déjà, à l'époque, c'est pas mieux, c'est en 2010. Le principe, c'est quand vous avez des morts, c'est qu'en général, c'est qu'on ne s'y attendait pas.
avez raison. Ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas une histoire de croyance, on s'appuie d'abord sur des choses factuelles et scientifiques. Et ce que je voulais dire, c'est la raison de notre présence ici, parce que vous pouvez dire pourquoi le sous-préfet avec la DTM vient nous faire une réunion publique d'information là-dessus. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une chose qu'on ne peut pas mettre en doute. On peut croire, vous avez le droit de croire, de ne pas croire, d'avoir des doutes. C'est tout à fait normal. Puis en ce qui concerne les inondations, vous avez raison, on est tellement peu de choses face à la nature qu'il faut être extrêmement humble. Et voilà, et moi je suis marin, je suis aviateur, je sais que face aux éléments, il faut être d'une humilité totale. Voilà. L'homme ne maîtrise pas grand-chose. Vous avez raison. Ce que je veux vous dire, c'est que la raison de présence ici ce soir et la raison d'un PPRI, c'est avant tout, et je voudrais que vous soyez bien conscients de ça, c'est que les gens qui sont autour de la table ici, qui sont en face de vous ce soir, notre seul objectif, et là je parle en tant que représentant de l'État, notre seul objectif à nous, c'est la sécurité des personnes. C'est notre seul objectif. On n'a pas d'impératif économique guidé par je ne sais pas quelle entreprise, je ne sais pas quel lobby, je ne sais pas quelle... La seule chose qui nous anime et dont on est comptable le jour où il y a un événement, c'est la sécurité des personnes. Des biens aussi, mais moi ce qui m'intéresse avant tout, c'est la sécurité des personnes. On ne prendra jamais de risque si on avait un doute en disant on va aggraver la situation, on serait en faute, non seulement professionnelle, mais en faute pénale. Voilà, ce que je veux vous dire, c'est que ce soit mes collègues de la DDTM, vos élus, qui sont ici ce soir, le représentant de l'État, on ne peut pas être animé en disant wow, on va prendre le risque, ça va un peu aggraver la situation, mais ça va passer. Vous imaginez bien qu'on ne peut pas être là, parce que moi, mon nom, il figure dans la réunion de ce soir. Le nom du préfet, il va figurer sur l'arrêté, d'accord? Voilà, c'est juste, on a le droit d'avoir des avis très différents, et c'est ce qu'on appelle la démocratie, mais les gens qui sont autour de la table, on n'a pas ici pour objectif d'aggraver les situations, bien entendu. Oui. Michel Jarrat, maire de Pouilly. Moi, j'étais un peu surpris par votre remarque concernant le but de ce PPRI. Vous avez dit en fait que ça s'intéresse essentiellement à la crue centenale. Attendez, on a vu il y a 50 ans, la prochaine, je n'ai pas pensé. Moi, j'aimerais bien quand même qu'on s'intéresse aussi aux autres crues. Il n'y a pas que la crue centenale. C'est des niveaux de crue. Il faut qu'on soit d'accord sur les termes. La crue centenale, ça ne veut pas dire une crue qui arrive une fois tous les 100 ans. Non, mais c'est bon. Je parle pour vous, vous savez ce que c'est, mais peut-être pour tous les gens. Est-ce que tu peux définir ce que c'est qu'une crue décennale, centenale, millénale, etc. Il faut le préciser, effectivement. Une crue centenale, c'est une crue qui a une probabilité d'une chance sur 100 de se produire chaque année. C'est pas une crue qui se produit une fois tous les 100 ans. Donc ça, c'est effectivement une précision. Après, on est là pour appliquer effectivement un choix qui a été fait par le législateur et dire que la crue de référence pour un plan de prévention des risques d'inondation, ici comme partout ailleurs en France, c'est la crue centenale, voire la crue la plus importante observée sur le terrain, donc ça peut être plus que la crue centenale, mais c'est à minima la crue centenale. Par contre, ce n'est pas l'objectif d'un PPRI d'analyser ce qui se passe pour des crues de niveau moindre, entre la crue de période de retour 1 an, 2 ans, jusqu'à la crue centenale. Ce n'est pas l'objectif d'un PPRI, c'est un autre sujet qui est également important, qui mérite d'être regardé, mais ce n'est pas le sujet du PPRI. Et donc le PPRI, j'anticipe un peu sur ce que va dire Erwan Blondel, il a une crue de référence et c'est effectivement la centrale. Donc ça, c'est... Voilà, pour recentrer les débats ce soir, le sujet, c'est pas ce qui se passe dans la vallée pour différents niveaux de crue, c'est qu'est-ce qui se passe pour une crue très importante, extrêmement importante, qui présente des risques effectivement pour les biens et les personnes. Et c'est cette crue-là qui, effectivement, c'est le choix du législateur, qui sert de référence pour ces documents de planification que sont les plans de prévention des risques d'inondation. On va peut-être rentrer dans le vif du sujet. Vous me permettez d'insister quand même, parce que dans le PPRI, on a des zones oranges et des zones rouges, c'est-à-dire qu'en fait, il y a différents degrés de prévention. On va vous expliquer. Mais quand on s'arrête à la crue centenale, moi, ça me surprend un peu. Quoi. Non, mais vous allez et c'est vous qui avez parlé tout à l'heure, effectivement, des barrages. C'était le premier à en parler ce soir. Moi, je trouve que l'État est un peu curieux, parce qu'en fait, on met en place un PPRI pour nous aider à nous préserver de ce risque, nous en tirer le mieux possible. Et dans le même temps, l'État
décide de l'arasement des barrages. Donc il y a une certaine contradiction, une de plus. Une... Non, on va expliquer dans le détail par le menu comment on construit la combinaison aléa enjeu pour arriver au risque. C'est totalement aéroat. Juste un mot au niveau des barrages, c'est clair que le PPRI est lié au barrage, puisque c'était dans la déclaration d'utilité publique. Excusez-moi, voulez-vous présenter, monsieur? Oui, c'est Yves Sanson, je suis adjoint à l'UC. L'UC Les Chéris. Donc c'est clair que c'est lié au barrage. Il n'y aurait pas eu ce PPRI s'il n'y avait pas, on ne va pas dire l'effacement, parce que c'était pas la vidange des lacs. Il n'y aurait pas de PPRI. Dans la DUP, la déclaration d'utilité publique, c'était lié. Le commissaire enquêteur a demandé, les commissaires enquêteurs ont demandé qu'il soit fait un PPRI, qui aurait dû être fait déjà en 2016. Ça a été très retardé, et puis là, tout récemment, panique à bord au niveau de la préfecture, il a fallu faire le PPRI en vitesse, on va dire. Ah bon? Mais tout était prêt. Ah oui. Ouais, j'ai pas senti le préfet paniquer, moi. Ouais, mais bon, en 2006, j'étais là-bas, oui. Il nous a dit, au mois de septembre, on vient vous voir, en septembre 2016, pour le PPRI. Et puis après, on n'a plus rien entendu. Bon, maintenant, depuis quelques temps, on a entendu quand même. Oui, mais je ne suis pas paniqué. Non, mais nous, on est très inquiets quand même. Tranquille, je fais une réunion d'information, je suis là avec les services de l'État pour répondre aux questions. Je voudrais bien qu'on laisse M. Blondet parler, parce que comme ça, on parlera sur des choses un peu tangibles. Je le vais parce que je trouve que c'est plus facile de parler en étant debout. Vous avez raison. Surtout par rapport à cette thématique-là. Alors effectivement, aujourd'hui, l'invitation, c'était pour avoir une réunion publique d'information sur le projet de plan de prévention des risques d'inondation. J'insiste sur la notion de projet, parce que, comme le disait M. le sous-préfet, l'enquête publique n'est pas passée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est encore au stade projet, et nous sommes ici aujourd'hui, en toute transparence, pour vous présenter l'état d'avancement de nos travaux, et pour recueillir aussi vos questions, vos questionnements, et vous présenter, en fait, je dirais, la situation. Parce que quand viendra l'enquête publique, vous pourrez vous exprimer, et je dirais même, vous pouvez vous exprimer dès aujourd'hui. Alors, on va commencer par un constat général, je dirais au niveau national. C'est qu'il faut savoir qu'on a à peu près 11% des habitations principales en France qui sont en zone inondable. C'est énorme. Et il faut savoir que, par exemple, dans la Manche, on va être entre 5 et 10%, donc on va être un peu plus mieux loti, mais ça représente quand même beaucoup d'habitations principales. Et quand il y a des inondations, et aujourd'hui on le voit à l'actualité, hein, chaque année on voit toujours une ou deux inondations majeures, etc. Et ça a un coût sociétal qui est considérable. Et toute la politique de prévention des risques est basée sur la réduction de ce coût sociétal. C'est-à-dire comment on fait pour que quand arrive une inondation, la société paye le moins cher et puisse finalement se redresser le plus rapidement. Alors, il y a plusieurs principes directeurs. Par exemple, préserver les champs d'expansion des crues, pour que les crues, les inondations aient lieu dans des champs plutôt qu'aient lieu en ville. C'est aussi éviter de construire dans des zones où on connaît un aléa important. On parlait tout à l'heure de crues torrentielles. Évidemment, on ne va pas construire des maisons, de nouvelles maisons, un nouveau lotissement dans un axe de ruissellement dont on sait qu'il peut y avoir des inondations torrentielles. Et là où on peut construire, parce que malgré tout, dans les zones inondables, on peut encore construire, on va prescrire, on va donner des indications qui permettent d'avoir une architecture qui soit adaptée aux inondations qui peuvent arriver une fois par siècle ou une fois tous les 10 ans. Ça peut arriver. Et donc, un plan de prévention des risques, c'est ça l'objectif. C'est réduire le coût sociétal des inondations par rapport aux biens, par rapport aux bâtis. Alors, pour répondre à ce constat, on a toute une démarche de questionnement. On va réfléchir à quelle est notre exposition aujourd'hui. C'est-à-dire, on va prendre toutes les expériences connues, on va rechercher tous les faits historiques qui nous permettent de dimensionner, je dirais, notre exposition, et on va, je dirais, accumuler cette connaissance des inondations. On va aussi voir
quelles sont, je dirais, les solutions qui sont mises en œuvre aujourd'hui. Soit les solutions de protection, c'est-à-dire ça peut être une digue ici, ça peut être comment dirais-je, des murs qui encadrent une rivière en une traversée de ville, ou ça peut être du normatif, c'est-à-dire des interdictions de construire ou des prescriptions. Et on va, à partir de cet état des lieux, on va se projeter sur l'avenir pour imaginer quelle est la situation que l'on souhaite atteindre. Alors, là je parle des changements climatiques, mais c'est surtout valable, je dirais, sur le long terme pour les plans de prévention des risques littoraux. Mais le changement climatique, on sait que globalement, on aura des pluies plus violentes, des orages plus violents. Donc ça, on va le prendre en compte d'une certaine manière. Mais on sait surtout que l'exposition de demain, le principal facteur, ça va être les choix qu'on va faire. Ça va être les choix d'aménagement qu'on va faire, les lieux qu'on va choisir d'investir. Et ça, c'est la partie la plus importante. Alors, pour l'exposition d'aujourd'hui, les équipes techniques, enfin les hydrologues, ont visité en fait toute la vallée de la Célune pour aller rechercher les témoignages. Avec ici M. Mouton qui nous indique le niveau de la crue de l'Héron chez lui, à Saint-Hilaire-du-Harcouët. Là, c'est à nouveau à la commune de Saint-Hilaire-du-Harcouët, au quartier de Soultertre, où on avait 1 mètre d'eau au niveau de cette porte. Ici, à Saint-James, à nouveau, quelqu'un qui nous indiquait la cote atteinte par la crue de 2000. On a des témoignages photographiques aussi. Ça, c'était la crue de janvier en 95, rue d'Héron à Saint-Hilaire. Là, c'est sur la commune de Saint-Hilaire-du-Harcouët, à nouveau, c'est l'usine à Lardy, qui avait connu aussi des inondations. Et on sait que le village de Saint-Benoît, commune de Saint-James, parce qu'on a des témoignages qui nous indiquent aussi que c'est inondable. Que, évidemment, on connaît le quartier du Pavement et on connaît sa sensibilité aux crues. On va dire que dès que les crues sont un peu plus que décennales, c'est-à-dire une chance sur 10 de se produire par an, le quartier commence à être cerné par les eaux. Donc tout à l'heure je vous parlais de protection et de normes. Alors ici, vous avez tout simplement une protection toute simple qui a un mur qui encadre la rivière et qui la contient dans son lit, avec évidemment je dirais des zones d'expansion de crues qui vont être plus importantes de l'autre côté. Mais aussi la norme, c'est-à-dire qu'on va déterminer quelles sont les zones connues où on sait qu'il y a de l'eau, où on sait qu'il y a des aléas, parce que comme vous l'avez vu tout à l'heure, on a des témoignages, et on va choisir, je dirais, l'urbanisation que l'on met dedans. Aujourd'hui, les services instructeurs qui instruisent les permis de construire ont déjà connaissance de ces cartes d'aléas, et les appliquent déjà lorsqu'ils délivrent des permis de construire. Excusez-moi. On va dire simplement que le plan de prévention des risques va venir préciser cette connaissance. Et il va la préciser aussi d'un point de vue réglementaire. Il va indiquer aux personnes et aux maires qui délivrent les permis de construire quelles sont les conditions, je dirais, de sécurité qui permettent de construire en zone inondable. Le mieux, c'est de ne pas construire du tout. Le mieux, c'est de ne pas construire du tout. Je sais pas, mais bon, quand la zone est inondable, elle ne doit pas être construite. C'est inondable, c'est inondable. On ne construit pas dessus, quoi. Non, ça dépend de quoi, si vous voulez. Par exemple, moi, j'ai eu, comme sous-préfet dans d'autres fonctions, j'ai une entreprise qui voulait s'étendre à côté d'une rivière. C'était inondable, en zone inondable. Il y avait l'emploi à la clé, il y avait l'activité économique. On était sur un terrain qui pouvait être construit. On a pu, avec la DDT, les collègues, on n'était pas dans ce département, c'était ailleurs, on a pu regarder quelles étaient les cotes et quels étaient les niveaux d'aléas d'inondabilité. Et en fixant des prescriptions, c'est-à-dire en disant, votre extension, vous la mettez à telle cote, c'est-à-dire il fallait la surélever de 50 cm. Il ne fallait pas mettre tout ce qui était alimentation électrique par terre ou au rez-de-chaussée. Vous voyez, un certain nombre de choses pour minimiser les risques et pas mettre de matière polluante, évidemment, au niveau de l'eau. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire on fait rien, on construit rien. Ça veut dire on prend en compte le fait qu'il peut y avoir ça d'eau
qui a telle vitesse, il y a ça aussi qui compte aussi, la vitesse de l'eau, telle hauteur, telle profondeur et telle vitesse d'eau, est-ce qu'on peut faire quelque chose, une activité humaine ou pas? Dans certains cas, vous avez raison. Dans certains cas, on dira, par exemple, des locaux à sommeil ou un camping, on va pas mettre un camping dans une zone dont on sait qu'elle peut être inondée très rapidement. Voilà, des locaux à sommeil type hôtel ou maison d'habitation, pareil, pour pas que des gens soient piégés par les crues. Par contre, on va peut-être pouvoir mettre des activités diurnes, des commerces, des choses comme ça, à condition qu'on n'aggrave pas les risques pour les biens. Donc c'est pas, on peut pas dire, à partir du moment où il y a un aléa, on fait plus rien, quoi. Moi, je pense à notre collègue, enfin ancien collègue de La Faute-sur-Mer, oui. Où le lotissement... Voilà, c'est un peu différent quand même. Voilà, mais bon, il y avait quand même une digue qui était là, oui. C'était bien une forme de protection, comme on a le mur ici, quoi. Et on voit ce qui est passé par la suite. Sauf que le maire, il a délivré des permis de construire en total... ah oui, non, mais là, il y a une faute pénale. Je vous rappelle que votre collègue maire, il a été en prison. Oui, parce qu'il y a une faute pénale, c'est pas une simple faute administrative, on ne peut pas dire il n'y a pas de PPRI. Il a violé sciemment et délibérément la non-constructibilité de cette zone. Il a été d'ailleurs condamné pour ça. Il savait très bien qu'il y avait un gros risque d'inondation. Les services de l'État n'ont peut-être pas été assez durs, etc. Mais il a accordé des permis de construire en violation totale des recommandations des services de l'État. Je me permettrai d'intervenir sur le PLUI qui a été fait au niveau de Saint-James, parce que c'est une question d'urbanisation, la question qui se pose. C'est vrai qu'historiquement, autrefois, les gens avaient besoin de l'activité au bord de l'eau pour faire tourner des moulins, etc. Donc ils ont construit dans des zones qui malheureusement étaient inondables à l'époque, sont encore inondables aujourd'hui. Lorsqu'on a fait le plan d'urbanisme au niveau des 12 communes de Saint-James, il est clair qu'on a fait très très attention à toutes ces zones avec les risques qu'il pouvait y avoir, et on a anticipé, si vous voulez, sur l'écriture du plan d'urbanisme tel qu'il a été élaboré, qui permet aujourd'hui, je l'espère, d'avoir pris en compte tous ces éléments de risque. Et c'est important. Et je pense qu'au niveau de la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie, aujourd'hui, les plans d'urbanisme qui sont faits, qui sont travaillés sur Avranches, qui sont travaillés sur Mortain, sur Saint-Hilaire actuellement, sont des plans d'urbanisme qui tiennent compte de ces éléments à risque. Et je crois que c'est important de... Alors, il y a deux choses qui sont prises en compte. C'est d'une part, moins consommer d'espace agricole. Et la deuxième, c'est de mettre les espaces urbanisables que dans des zones qui nous permettent aujourd'hui. Alors, il y a au niveau de l'hôpital d'Avranches, notamment, aujourd'hui un débat qui est assez important. Et il s'agit de bien situer les éléments futurs de l'hôpital d'Avranches en fonction de ces risques aussi. Et je crois que ça fait partie des éléments qui aujourd'hui, en termes d'urbanisme, sont pris en compte. Et ça, c'est le rôle aussi des collectivités de faire très attention dans ces documents qui sont en train de s'élaborer, de prendre en considération des éléments à risque. Si vous voulez, on est obligé de gérer un historique qui fait que si c'était à refaire, on ne referait pas certaines choses qu'on a fait typiquement pour les 30 Glorieuses, voire avant, effectivement, pour des raisons qui viennent d'être évoquées. Et donc, ce type de démarche, une démarche PPRI, on ne l'amène pas de manière binaire en disant là c'est bon, on peut construire, là c'est pas bon, on ne peut rien faire. On regarde au cas par cas et on prend les choses de manière différenciée. Là, effectivement, où il y a des risques d'inondation et que rien n'est construit, ben, clairement, on va dire il ne faut pas y construire. Mais là où il y a des risques d'inondation, où c'est déjà construit, parce que on a fait les choses peut-être pas correctement, on a laissé faire à certaines époques. Après-guerre, la construction est allée un petit peu vite, un peu partout. Et là, effectivement, on est obligé de regarder au cas par cas. Et ça veut dire qu'on affine les choses, on va le voir par la suite. Moi, je ne suis pas d'accord sur ce que tu viens de dire, Jean-Pierre, excusez-moi, Jean-Pierre, je te connais. Mais sur Saint-James, je ne suis pas du tout d'accord. Hein, parce qu'un PPRI, là, tel que vous nous décrivez, j'habite Saint-Benoît, la photo que vous venez de mettre tout de suite. Là. Oui. On est concerné 3 fois par an ou 4 fois par an. Hein. Saint-Benoît, je connais. Hein. Ça fait 50 ans, je connais. J'ai vécu à Saint-Benoît, 25 ans, mais alors tranquille, paisible comme tout. À la rivière, le Beuvron passe au milieu du monde, impeccable. Maintenant, nous, c'est pas un PPRI, c'est plus tourné vers l'avenir. C'est l'avenir. On tient pas compte du présent et du passé. Il faut savoir qu'à Saint-James, c'est un plan, c'est un PVI qu'ils ont fait, un plan volontaire d'inondation. Oui, c'est ça. Mais j'ai pas honte, hein, je rigolais. Moi, attends Jean-Pierre, je vais m'expliquer. Moi, Saint-Benoît, on est dans le bas de la côte.
Saint-James, ils ont construit des maisons autant qu'au montant. Je connais 4 origines d'inondation à Saint-Benoît. 4 origines qui nous viennent différemment. Il nous en vient quand l'orage se cantonne sur la côte de l'Éblé. Il en vient sur la côte des Villettes comme dernièrement. Il nous en vient par la rivière quand c'est un excès d'eau. Et il nous en vient par la Croisette et tout ça quand ça vient de l'autre côté. Saint-James a fait des constructions énormes. Ils ont le même problème de l'autre côté de Saint-Benoît, sur le Poncet et la rue du Mont. Et il y a le même problème au bord des rivières. Saint-James est sur une butte, ils construisent, impeccable, c'est bien. Je ne suis pas contre, hein. Le développement, je suis pour, hein. Je n'ai rien contre. Mais j'analyse, et je vais voir à chaque fois qu'il y a une inondation. Je vais voir, je me rends compte. Encore la dernière fois, on appelle ça le plan volontaire d'inondation, parce que Saint-James, ils ne s'embêtent pas, ils construisent, et puis ils envoient tout dans le fond de la vallée. D'un côté comme de l'autre. Sur Montjoie, ça a été pareil. Hein. Tous les champs de Montjoie, ils ont descendu tout dans le fond de la vallée, tout le glyphosate. Il y avait un tiers d'eau, un tiers de boue, un tiers de glyphosate. 48 heures complets que la rivière a passé à plein pot au ras du pont, nous, à Saint-Benoît. Hein. Et c'est un plan volontaire d'inondation. Je vais te dire pourquoi, parce que dans la Croisette, ils ont fait un lotissement, le lotissement des Lilas, où habite Madame le maire, le lotissement des Lilas, Nathalie, hein, 17 maisons. Ils ont envoyé ça dans la rue du Mont, où déjà les gens avant avaient des problèmes d'évacuation d'eau. Ils ont remis 17 maisons dedans. Déjà avant, ils étaient inondés. Maintenant, c'est chaque fois. J'ai un copain, moi, l'autre fois, c'est 2 bagnoles, 1,80 m dans le sous-sol. Tout est mort. Tout est mort. Parce qu'ils ne vont pas au bout du raisonnement quand ils construisent. Toutes les maisons qui y sont faites au bord de la Croisette, là, il y en a 17, elles vont dans la rue du Mont. Les autres lotissements, il y a 52 parcelles de prévues. Hein. Elles ne sont pas faites. Il n'y a qu'une volée de faites. Elles ne sont pas faites. Ça inonde déjà. Il y en a une douzaine de fêtes. Déjà, ça nous inonde. Ça, ils envoient ça dans le champ, dans la rue de la Croisette, là. Et le busage qui descend, où ils veulent descendre l'eau, jusque dans le bas, n'a jamais été revu. Il existe depuis 60 ans. Et on met 52 maisons qui vont aller dans un pluvial qui existait il y a 50 ans. Tout traverse la rue, tout nous arrive dans le milieu du bourg. Hein. Et c'est une réalité. J'ai fait venir un technicien, parce qu'on a des techniciens, je suis en colère, je suis très en colère. Hein. C'est pour ça que je suis venu ce soir. Personne ne voulait venir, personne n'a peur, tout le monde a peur de tout maintenant. Formé depuis tout le monde, oui, et puis personne ne s'occupe de nous, les élus ne sont plus là. Hein. Vous êtes tous à l'intercommunalité, moi le premier, David Juquin, pareil aussi, mais si, on ne voit plus personne. Hein. La dernière fois qu'on a eu une inondation, on a vu Madame le maire qui est venue nous dire quoi? C'est la nature qui reprend ses doigts. On ne peut rien faire. Impeccable. Comme ça, c'est tranquille, c'est la seule solution pour ne rien faire. Hein. Et là, je suis très en colère. Alors, on nous envoie tout dans le fond. Ça a été le cas à Montjoie aussi, il y a le chemin, M. Arnel et tout, là, tous les champs de maïs et tout a été dans la rivière, un bouillon de culture inimaginable. Quand on sait qu'on prend l'eau pour boire dans le Beuvron et dans la Célune, alors là, chapeau. Alors je me suis renseigné comment ils faisaient pour filtrer le glyphosate. Ah, on m'a dit un truc bien, mais j'y crois pas parce que je ne crois plus à rien, j'ai plus confiance, hein, j'ai perdu pied. On m'a dit que c'était par du charbon. On filtrait tout avec du charbon et le glyphosate s'en va. J'avais jamais entendu ça. Mais bon, si c'est vrai, tant mieux. Parce que franchement, les cancers, c'est pour le futur. Ah oui. Alors, un vrai PVI. Alors, par contre, je suis complètement révolté parce que les politiques ne sont pas là. Personne. Mais alors, personne. On ne voit personne. Chez nous, nos balais, les pompiers, tout ça et tout, ok. Hein, bien. Et puis, on a une carte de fidélité pour ça, hein, parce qu'on est abonné. Là. Alors, on a une carte de fidélité, on est solidaire, on nettoie, tout ça et tout. Impeccable, bien. Par contre, il y avait un que je regrette, il est décédé, c'est Michel Toury. Michel Toury envoyait à chaque fois. Il venait le lendemain, tout ça et tout. Et on allait voir avec lui les origines et tout ça sur le terrain. Il m'avait envoyé un technicien une fois. Il dit, tiens, parce que ça te passionne, hein, j'ai emmené le technicien. Mais le premier coup qu'il est venu, il m'a dit, Michel me l'a envoyé, il m'a dit, le technicien, il y en a un pour eau et rivière et l'autre pour les talus maintenant. Hein. Bon, il a dit, je vais t'envoyer le technicien, tu vas t'arranger avec, tu vas faire ton truc. Il vient, le technicien, il me dit, j'ai 10 minutes à vous accorder, c'est tout ce que j'ai, après il faut que je m'en aille, j'ai un rendez-vous. Et moi j'en avais pour 4 heures à faire mon truc. J'ai réussi à le revoir une deuxième fois parce que j'ai dit à Michel, je ne suis pas d'accord. Je n'ai pas pu faire mon exposé. Moi, je veux emmener sur le terrain, voir où ça s'est passé, parce qu'on parle, si on ne connaît pas le terrain ni rien, c'est pas la peine. Hein, là. Donc, je l'ai emmené. 4 heures de temps. Il a M. Cordouel, hein, pour ne pas le nommer, hein, qui est de l'intercommunalité. Pierrick, très gentil, très bien. Qui connaît bien le truc, il m'a passionné, parce que j'ai senti que j'avais un interlocuteur bien là, qui était passionné par son métier, tout ça et tout.
un bon, hein, qui était bien. Il a tout compris. Il a tout compris. On est revenu à la maison, j'ai payé le café, la porte est toujours ouverte chez moi. On a bu le café, tout ça et tout. Pour m'entendre dire quoi à la fin, alors là j'étais révolté. Là ça a été la fin de tout. Et je suis resté là-dessus. Et j'ai jamais revu un interlocuteur pareil depuis. Hein. Pour me dire à la fin, moi, Rémi, tu sais, je peux rien pour toi, ni pour vous, parce que je représentais Saint-Benoît. Surtout Saint-Benoît, je connais Saint-Benoît. Le terrain et tout, je connais tout. Alors je peux emmener quiconque, et je souhaiterais emmener des hommes comme vous, un jour. Vous venez à Saint-Benoît, je vous fais une visite sur le terrain. Mais que pour Saint-Benoît, hein, je connais que Saint-Benoît. Les autres, je ne sais pas. Eh bien, vous venez, j'invite, hein. Je lance l'invitation. Monsieur Kortman m'a dit, je suis qu'un exécutant, moi. Je n'ai pas le pouvoir de rien, comme font les élus. Pareil, parce que c'est ce que j'entendais avant tout le temps. Donc, il m'a dit, je suis qu'un exécutant, je n'ai pas les moyens ni rien, je ne peux rien pour vous et tout. Et je dis, c'est pas ça que je demande, moi, que j'ai dit Philippe. J'ai dit, Philippe, moi, ce que je demande, c'est que tu comprennes notre problème. Hein. J'ai passé 4h30, je l'ai emmené avec ma voiture, sur toutes les origines d'inondation, tout ça et tout. Il m'a dit, oui, dis-moi, ce que je te demande, c'est de faire une liaison entre moi et les élus pour que les élus poussent plus loin. Les élus, on m'a envoyé des élus. On m'a envoyé des élus. Les élus m'ont dit, quoi? Les élus m'ont dit, c'est pas notre problème à nous, une fois que c'est dans la croisette, c'est l'équipement, c'est le département. Nous, ça ne nous concerne plus. Alors ils peuvent construire tant qu'ils veulent, hein, c'est bien ce qu'on m'a dit. Et M. Corben, pour finir, m'a dit, je finis, il m'a dit, textuellement comme ça, je ne peux rien pour vous, j'ai des milliers d'euros à dépenser pour faire mes talus et tout ça et tout, vos inondations de merde, ça ne m'intéresse pas. Eh bien, impeccable bien, venant d'un technicien, super bien, payé par la collectivité. Merci. Bravo. Jean-Pierre, j'ai eu David Juquin, je l'ai eu l'autre fois. Attends, je vais te dire, je lui ai téléphoné, suite à une inondation, il y a 2 ans. Il m'a dit, ok, Rémi, ça marche tout de suite, parce qu'on se connaît, hein, on se parle comme ça par ici. Hein. J'aime bien les gens directs. Hein. Il m'a dit, je vais chez toi mardi. Mardi, je vais chez toi. Oh, je dis, ok, impeccable. Tu seras là? Oh, ben, je dis, si tu viens, je vais sûrement m'arranger d'être là, ou alors je vais m'excuser, je vais faire un coup de téléphone. J'ai attendu, le mardi. Je l'ai revu l'autre jour aux inondations. J'ai dit, dis non, David, ça fait combien? Il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu, hein? Ben oui, il me dit. Il dit, le mardi que tu m'avais dit, là, hein, parce qu'on se tutoie, je te connais assez comme ça. Il dit, le mardi que tu m'avais dit, tu m'as jamais dit de quelle semaine ni de quelle année, ça fait 2 ans. Et il n'est jamais venu. Hein. Alors il est venu l'autre jour, alors il est venu voir une inondation. Il avait des petits souliers, il n'avait même pas de bottes. Alors, franchement, j'ai dit, descends pas de dos, c'est pas la peine. Non. Mais je vous parle de l'existant, hein, pour l'avenir, là j'y suis, ça me passionne. Eh ben, c'est super. Bon, alors, attendez, s'il vous plaît qu'on avance un petit peu sur le débat. Ce que je vous propose... Monsieur, on voit ça tous les jours à la télé maintenant. Non. Des gens qui sont dans la détresse. Des gens dans la détresse, tous les jours, on voit que ça. D'accord. Alors, nous, écoutez, on est là pour vous informer au maximum. Mais je veux dire, si vous nous sortez les problèmes de monsieur machin qui est plus pour le camion, on va pas s'en sortir. C'est personnel, hein. Oui, mais je comprends, monsieur. Vous avez 2 solutions. Prenez rendez-vous avec l'élu concerné et vous lui expliquez, vous lui dites ça en cas de Dieu. Ou la deuxième solution, ce que je vous propose, c'est de vous présenter aux élections plutôt. Ouais, bah ouais. Il faut être élu vous-même. Comme ça, vous pourrez gérer le problème. Monsieur. Bon, ça c'est facile. Bon, nouvelle, il se trouve effectivement que le facteur humain m'intéresse beaucoup parce que j'ai mis en place en 1984 ce qu'on a appelé l'analyse des accidents du travail, qui est aujourd'hui dans toutes les entreprises l'arbre des causes. J'ai fait entrer le facteur humain. Avant, on n'analysait que la mécanique, qui est à l'origine. Et c'est en 1984, dans le groupe Legrand, que j'ai mis en place donc le facteur humain. Et aujourd'hui, il paraît que je suis l'un des précurseurs de ce qu'on appelle l'ethnobiologie. Et on travaille sur l'immunologie végétale, et évidemment humaine. Donc, par contre, je suis limitrophe de ce que dit le monsieur, et je suis content de dire qu'on va revoir un peu les cartes. J'habite Saint-Martin-de-Landelle, la Dorée. Je suis en zone inondable, sur une ligne de crête de 145 mètres. Et ce qui m'a fait sourire, c'est que les Romains qui avaient l'habitude de construire juste des voies juste en dessous de la ligne de crête parce que c'était des guerriers, j'ai retrouvé sur nos terres, effectivement, c'était pas connu, la voie romaine. Par contre, je rejoins le monsieur, nos terres bordent le Beuvron, là où on fait nos prélèvements végétaux sur ce qu'on fait. C'est un problème de fond, c'est les eaux pluviales, là, qui vont... je prends tous les 6 mois, peut-être des fois plus souvent, des photos d'un petit cours d'eau qui normalement débitait 10 litres minute,
qui faisait, il y a 30 ans, 30 cm de profondeur. Aujourd'hui, je suis debout et je ne touche pas le haut. Ça descend directement de Saint-Jeanne. Et je vous ai montré une fois, on voit, même quand il y a très peu de la lessive, descendre tranquillement, etc. Donc il y a un problème de fond peut-être aussi à voir, qui n'est pas classé zone inondable, mais vraiment à prendre en compte, parce que ça descend à grande vitesse dans le Beuvron, et évidemment, derrière, ça suit. Vous avez raison. L'imperméabilisation des sols, la gestion des eaux pluviales. Et avec la communauté de communes, on a installé quand même un pont pour que le tracteur puisse passer. Aujourd'hui, les poteaux sont sortis de 50 cm en 18 mois. Donc il y a vraiment un problème de fond, et je comprends la colère des riverains en contrebas, parce qu'il y a un souci sérieux à avoir. C'est clairement un sujet de fond. Pour vous, et dans pas mal d'autres endroits en France, il y a un certain nombre de choses qui ont été écrites dans le sage de la cellule sur ce qu'on appelle les notions de ralentissement dynamique, c'est-à-dire essayer de jouer sur le ralentissement en tête de bassin. J'ai fait un film, on a été inondé il y a 2-3 ans, et on est juste de terminer notre télescopie qu'on a un peu passé. Et donc j'ai fait un film que j'ai emmené à la DDT. La police de l'eau l'a vu, certains services l'ont vu, ils étaient sidérés du film. L'eau dévale à toute vitesse. J'ai proposé de faire des bacs de décantation, enfin de retenue sur nos terres. On m'a répondu non, il faut que Saint-James règle ses problèmes. Donc il y a quelque chose de connu. Et pour vous donner une idée, les anciens m'ont expliqué qu'ils venaient pêcher dans une petite mare qui aujourd'hui dans le lit est à 1,50 m au-dessus du lit du petit cours d'eau qui fait 10 litres minutes. Donc c'est vrai que là, il y a vraiment un problème de fond à résoudre. Alors c'est sûr que ce n'est pas a priori inondable, mais on est en zone inondable créée par l'homme. Oui, bah, tout à fait, l'anthropisation, et c'est important. Alors toutes ces remarques, vous pouvez tout à fait, encore une fois, moi, je vous dis ici, c'est une réunion d'information, une réunion de quête d'utilité publique. Moi je vous encourage, et monsieur aussi, à faire toutes les remarques par écrit, parce que là, comme ça, elles seront consignées. Vous nous excusez, parce qu'on amène notre problème personnel. Ce soir, vous avez autre chose à présenter. Oui, non, mais je comprends, vous êtes en colère, et je comprends, et vous avez le droit de vous exprimer. Simplement, il ne faut pas qu'on monopolise toute la réunion là-dessus, parce que sur les sujets personnels, parce que sinon, on ne va pas... Nous, on voudrait vous informer sur ce qu'on a à faire. On n'est pas obligé de faire ces réunions, on les fait parce qu'on souhaite être transparent avec la population. Voilà. On vous livre tout ce qu'on sait, tout ce qu'on peut dire, et essayer de vous répondre. On va laisser M. Blondel qui va accélérer un peu la rythme d'ailleurs. Pour laisser le débat, parce que je vois que... Alors, entre l'exposition aujourd'hui et l'exposition de demain, alors c'est vrai qu'il y a quelque chose qu'on refuse absolument de faire, évidemment, et aujourd'hui, c'est la politique de l'autruche, c'est-à-dire nier les risques d'inondation que l'on a. Et en même temps, même si on est d'accord sur le fait qu'il faut avoir des ouvrages de protection, là où on en a besoin, quand il y a un coût, on va dire un coût-bénéfice qui est positif, où on voit aussi que de l'hydraulique douce à travers les sages a un effet bénéfique et doit être aussi encouragé. Néanmoins, il ne faut pas rentrer dans une course à l'armement, j'allais dire, en mettant des défenses gigantesques pour protéger quelques maisons ou pour protéger une urbanisation d'un endroit spécifique. C'est-à-dire qu'on sait très bien le coût que représentent aujourd'hui ces défenses, je dirais, contre les inondations. Donc il y a un équilibre à trouver. C'est ce que j'ai ici appelé l'adaptation progressive, et c'est ce que va rechercher un plan de prévention des risques. C'est-à-dire accepter une urbanisation dans les endroits qui sont acceptables et le refuser dans les endroits soit qui sont trop exposés et qui mettraient la vie des gens en danger, ou tout simplement leurs biens, ou qui nécessiterait, je dirais, un coût prohibitif pour la société en termes de digues, de protection, d'entretien, etc. Alors, parmi les réponses qu'on va apporter, donc il y a effectivement tout ce que je disais, la défense contre les débordements, la rétention en amont des eaux, donc c'est tout un programme de travaux qui peuvent être menés par la collectivité qui est en charge, qui est compétente pour la protection des inondations. Aujourd'hui, c'est effectivement le SAGE qui fait des choses, c'est la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie qui est aussi compétente dans de nombreux domaines. Il y a un deuxième point, je dirais, qui est un point de fatalisme. C'est la préparation à la crise. On sait qu'il va arriver des inondations, il y a de fortes chances que ça arrive, soyons prêts. Préparation à la crise, ce sont les plans communaux de sauvegarde, où se trouvent les big bags remplis de sable, si on doit les mettre pour boucher des brèches, où se trouvent les clés de la salle des sports pour accueillir une population qui doit déménager rapidement. En plan de préparation de crise, c'est ça, c'est un certain fatalisme. On sait qu'on ne pourra pas tout éviter. Soyons prêts pour réagir aux événements qui peuvent arriver.
Et enfin, il y a l'aménagement du territoire. C'est l'adaptation, c'est la protection contre les risques. Et c'est là, je dirais, c'est les choix d'urbanisme que l'on fait. Et c'est le but du plan de prévention des risques naturels, qui est de prévenir finalement cette exposition au risque à travers les choix d'urbanisme. Alors là, je vais reprendre je vais essayer d'aller vite. Oui. Je vais reprendre quelques termes techniques qu'on utilise beaucoup. L'aléa, c'est l'événement naturel qui nous sert de référence pour le plan de prévention des risques. L'aléa, pour nous, ça va être les inondations. On va se prémunir, on va réfléchir la prévention des risques avec un aléa centenal, c'est-à-dire qu'il y a une chance sur 100 d'arriver chaque année. Donc, une chance sur 100, c'est son occurrence. Son intensité, ça veut dire qu'elle va être... Cette crue va être plus intense, je dirais, dans son lit, son lit principal, et moins impactante dans les champs d'expansion, où elle va être plus calme. Et on va définir des niveaux, donc forts à très forts, c'est dans le lit principal, voire moyen et faible, dans les zones d'expansion plus calmes. L'enjeu, c'est ce qu'on va chercher à protéger. Avant tout, ce sont les vies humaines. On va chercher à protéger les vies humaines. On ne va pas mettre une école dans un axe d'inondation. On va éviter de mettre des personnes âgées ou un hôpital et des personnes qui sont soignées dans une zone inondable, où ça serait difficile de venir les sortir de là en cas d'inondation s'ils étaient isolés. Ça peut être des activités, ça peut être des entreprises aussi, des enjeux. Il faut protéger ces emplois. Il faut permettre aux entreprises, rapidement, après un événement, de réouvrir et pour qu'il n'y ait pas une période de chômage technique qui soit trop longue. Ça peut être les activités agricoles aussi. Ça va être le patrimoine. Patrimoine, je ne sais pas s'il y a un musée ou des œuvres d'art, mais patrimoine environnemental aussi, la biodiversité qui peut être protégée. Donc les enjeux, c'est ce qu'on veut protéger. Ça peut être des champs d'expansion de crues. Si on veut dire c'est un enjeu de maintenir les champs d'expansion de crues, on les protège en décidant de ne pas construire de crues. Et le risque, dans notre jargon, j'allais dire, ça va être le croisement entre les aléas et les enjeux. C'est-à-dire qu'on va, à travers le plan de prévention des risques, faire des choix, dire, ici, on accepte que tel enjeu puisse être soumis à tel aléa pour telle raison. La plupart du temps, on a quand même une politique préservative. On va éviter d'ouvrir trop grand les vannes. Alors, c'est pour ça qu'à travers le plan de prévention des risques naturels, on va identifier les zones exposées au risque, c'est la cartographie du risque, et à travers un règlement, on va définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde pour qu'il n'y ait pas de nouvelle exposition aux inondations. Et cet exercice, quand on construit des maisons, on ne les construit pas pour 10 ans, on ne les construit pas pour 20 ans, on les construit souvent pour 100 ans ou 60 ans. Donc, on pense au long terme, à l'urbanisation à long terme, parce qu'on sait qu'une maison qui est construite dans une zone qui est exposée à un aléa fréquent, dans sa vie de maison, elle va être traversée 3, 4, 5 fois par des eaux, et ça, on ne le souhaite pas. Ou alors, si on admet qu'elle le soit, il faut que la maison soit construite de telle manière que dès que les eaux se retirent, la maison continue à fonctionner correctement tout de suite, quoi. Alors, la cartographie des aléas, effectivement, on va fouiller tout ce qu'on connaît. Donc, les phénomènes naturels, la météo, les nappes, l'historique des événements. On va faire tout un travail statistique. On va observer la morphologie des rivières. On va regarder la topographie du territoire. Ce à quoi, vous, justement, tout à l'heure, on parlait d'une ligne de crête. Effectivement, si vous voyez que vous êtes sur une ligne de crête et que la carte vous situe en zone inondable, c'est qu'il y a un problème, il faut nous le dire, quoi. Enfin, on n'est pas à l'abri de ces coquilles. Par hasard, quand il a fallu refaire le sanitaire, ah oui, vous êtes en ligne de zone noire, mais vous n'êtes pas au droit aux aides, rien. Bon. Voilà. Alors j'en ai conclu que c'est parce qu'il y a des terres argileuses, donc l'eau pénètre pas très vite, et c'est un peu aberrant. C'est typiquement le genre de choses qu'il faut nous remonter. Voilà. Il faut nous dire, et nous on vérifie derrière, et on vérifie la pertinence de nos choix. Bien sûr. Et l'enquête publique sert vraiment à ça. À nous interroger, à faire part de vos interrogations. Et on va regarder aussi, évidemment, les caractéristiques des ouvrages, leur hauteur et la possibilité de brèche. Alors, pourquoi est-ce qu'on... Au niveau national, on a fait un choix, en fait,
par rapport à la qualification d'inondation, entre dire ce qui est fort, ce qui est très fort, ce qui est moyen. Mais on se base principalement sur la capacité qu'a un enfant, qu'a un adulte en bonne santé ou un adulte en moins bonne santé à se déplacer dans l'eau. Et on sait qu'un enfant, à partir de 50 cm d'eau, c'est une expérience qu'on a tous fait, les gens qui ont traversé pour aller au Mont-Saint-Michel, à la baie du Mont-Saint-Michel, et qui ont marché dans l'eau avec un courant, savent que c'est et la hauteur d'eau et le courant qui rend difficile l'exercice. Et bien dans une inondation, c'est pareil. Ça va être et la hauteur d'eau et la vitesse de l'eau qui va, je dirais, rendre dangereux l'exercice de se déplacer. Il n'y a pas que de l'eau dans ce cas-là. Pardon ? Il n'y a pas que de l'eau dans ce cas-là. Oui, il y a souvent des boues, l'eau n'est pas très propre en inondation. Bon, en tout cas, voilà. On va dire que quand on a une vitesse forte, quand on a une vitesse forte dans cette partie du tableau, on va dire qu'on est toujours dans un aléa d'inondation fort. Et quand on a une hauteur d'eau qui est supérieure à 1 mètre, on va être dans un aléa d'inondation fort. On sera en un aléa faible quand on sera à moins d'1 mètre avec des vitesses faibles. On voit que déjà un enfant a beaucoup de mal à se déplacer à 50 cm d'eau et des vitesses qui vont à 25 cm par seconde. Alors, pour la cartographie de l'aléa dans la vallée de la Sélune. Donc, vous aviez vu toutes les photos tout à l'heure où il y a eu ce travail de terrain, où on a été repérer des hauteurs d'eau connues à travers toute la vallée. Et c'est sur ces hauteurs d'eau connues, imaginons qu'on avait repéré qu'il y avait 1 mètre d'eau ici dans cette maison-là, et ben, pour la définition de l'enveloppe de l'aléa, c'est-à-dire de la zone inondable, on a projeté sur la topographie ces aléas connus. C'est l'aléa d'inondation de la vallée de la Sélune, on l'a défini d'une manière morphologique, c'est-à-dire on a regardé à quoi ressemblaient les vallées, on a observé les bourrelets de rive, on a observé les terrasses alluviales, et on a surtout regardé ce que l'expérience, les expériences qu'on a recueillies. D'accord ? Alors ainsi, la cartographie des aléas. Ici, on est dans le secteur du pavement, avec, on ne le voit pas malheureusement, le dégradé de couleur, mais il y a une partie d'aléa fort dans cette, je dirais, dans cette partie-là, et aléa faible un peu plus sur les berges, où l'eau est beaucoup plus calme. Là, on est sur l'aléa, et toute la vallée, on l'a définie de cette manière-là. Ensuite, pour passer de l'aléa au risque, on a appliqué en fait une grille, qui est cette grille qui est ici, et qui va nous, je dirais, nous aider dans les choix et dans les choix d'urbanisation qu'on va faire. C'est-à-dire que quand on est dans une zone d'aléa fort, je vous rappelle que c'est là dans les zones où on a plus d'1 mètre d'eau, ou alors où on a un courant fort. Dans les zones qui ne sont pas urbanisées, on va mettre une couleur rouge et on va choisir de ne pas construire dans les zones qui sont actuellement agricoles ou qui sont naturelles. On ne va pas construire dans les zones qui ne sont pas urbanisées. Dans les zones économiques et dans les zones urbanisées, on va faire un choix aussi, quand on est en aléa fort, de restreindre l'urbanisation dans ces zones. C'est-à-dire que toutes les maisons qui existent, les industries qui existent, enfin les commerces qui existent, continueront à vivre. Les gens qui habitent en aléa rouge pourront continuer à faire des travaux dans leur maison, mais on ne pourra pas avoir des extensions de ces maisons. On ne pourra pas avoir de nouvelles maisons dans les dents creuses. D'accord ? On choisit de laisser vivre les maisons qui existent déjà dans ces zones inondables, mais on va demander à ce qu'il n'y ait pas de nouvelles implantations de maisons, à ce qu'il n'y ait pas de densification finalement de l'urbanisation dans ces zones-là. Par contre, quand on est dans une zone d'aléa faible et très faible, c'est-à-dire moins d'1 mètre d'eau, ça peut descendre, enfin c'est souvent moins d'1 mètre d'eau, dans les zones non urbanisées, c'est-à-dire quand on est dans les zones agricoles ou qu'on est dans les zones naturelles. On fait là aussi, on va mettre une couleur orange,
Mais on fait là aussi le choix de ne pas urbaniser ces zones-là. C'est ce que disait Madame tout à l'heure. Quand une zone n'est pas construite et qu'elle est en zone inondable, quelle que soit, je dirais, la puissance des flots, on choisit de maintenir la capacité de ce terrain à offrir une zone d'expansion au cru. Par contre, pour les zones économiques et pour les zones urbanisées, qui sont en zone d'aléa faible, on va accepter qu'il y ait une densification de ces zones-là, bien qu'il y ait un aléa faible. On va l'accepter parce qu'on est dans des zones urbaines, parce qu'on est dans des zones économiques. Par contre, on ne va pas accepter à n'importe quel coût. On va accepter qu'on construise de nouvelles maisons, qu'on densifie finalement un lotissement s'il n'est pas complété, mais on va demander, on va exiger, je dirais même, on va exiger qu'il n'y ait pas de sous-sol, par exemple. On va exiger qu'il n'y ait pas de heurts, enfin qu'il n'y ait pas de heurts, qu'il n'y ait pas d'hôpitaux, qu'il n'y ait pas d'école. On va exiger que le premier plancher de la maison soit au-dessus de la côte connue des inondations. Comme ça, s'il arrive une inondation, cette maison, elle sera au-dessus. Elle ne sera pas touchée. Quand les flots repartiront, le jardin sera peut-être abîmé, mais la maison, elle ne sera pas touchée. C'est-à-dire qu'on accepte, et c'est un choix volontaire qu'on fait, on accepte d'implanter des maisons ou des extensions économiques, mais sous condition que la vulnérabilité de ces nouvelles constructions au flot soit vraiment réduite. Je parlais du coût sociétal tout à l'heure. On accepte de construire en inondation, mais il ne faut pas qu'il y ait un coût sociétal engendré derrière. C'est un peu tout l'équilibre des systèmes d'indemnisation aujourd'hui qui est en jeu. Alors, je parlais tout à l'heure de ces prescriptions. Effectivement, c'est le règlement qui est associé au plan de prévention des risques. C'est la traduction réglementaire qui va être opposable aux documents d'urbanisme. Donc, les techniciens qui instruiront vos permis de construire regarderont le plan de prévention des risques et regarderont votre projet et diront est-ce que ce projet peut avoir lieu à cet endroit, et s'il a lieu dans cet endroit, est-ce qu'il respecte les prescriptions de hauteur de premier plancher, etc. etc. Hein? Et ce règlement du plan de prévention des risques est donc opposable aux documents d'urbanisme. J'ai une question sur ce que vous dites là. Est-ce que la loi, ou je ne sais pas comment dire, est la même si c'est un lotissement communal, oui, ou alors si c'est construit sur du privé? Ah oui, c'est exactement là. Parce qu'on a le cas à Saint-Benoît aussi. On a donné des permis de construire, la ville, obligatoirement, de maisons privées. Ils ont voulu faire des sous-sols. On leur a dit ne faites pas de sous-sol, le terrain est mouillé. Moi je connais le terrain, toujours à Saint-Benoît. La profondeur d'une pelle comme ça, comme cet hiver, on avait l'eau. Ils ont fait des sous-sols. On les a laissés faire des sous-sols, 1,80 m d'eau à chaque fois. C'est pour ça que, juste pour répondre à votre question c'était est-ce que les règles de la loi est la même? La réponse est oui. Même quand la mairie veut construire un bâtiment, la mairie doit déposer un permis de construire. Oui, mais ils font des études de terrain. Ils font des études de terrain ou pas? Ah ben oui, enfin, ça dépend du type de bâtiment, ça dépend si les études de sol sont prescrites ou pas. Ça dépend. Encore une fois, les règles sont les mêmes. C'était ça votre question. Ma réponse est oui. Il n'y a pas de règles différenciées. Ma question, c'est est-ce qu'on aurait pas pu leur dire s'il y avait eu une étude de terrain, de ne pas construire, quoi. C'est ça aussi. Non, mais la règle est la même. La question, c'était est-ce que la règle est la même? Non, on leur a rien dit, justement. On laisse monsieur finir. Alors, le règlement va être opposable aux documents d'urbanisme. Donc, pourtant, on vous invite à bien le lire aussi. Alors, ce règlement. Donc, on a des zones blanches, c'est-à-dire que ce sont les zones qui sont autour des zones colorées. Il n'y a aucune prescription dans ces zones blanches. Il n'y a pas d'impact du plan de prévention des risques en termes d'urbanisme sur les zones qui ne sont pas colorées, rouges, oranges ou bleues. C'est l'application des règles de droit commun, gestion de l'eau. Les zones bleues qui correspondent au secteur urbanisé ou économique, en aléa faible. Donc, on accepte qu'il y ait un apport de population nouvelle, avec prise en compte du risque, c'est-à-dire que surélévation des maisons, adaptation des maisons, je dirais, au risque qui est possible. Et pas d'aggravation de la vulnérabilité de la population, on évite les publics sensibles, les écoles, les hôpitaux et les maisons de retraite.
Les zones oranges, qui concernent les secteurs naturels ou agricoles en aléa faible. Là, la règle, enfin, ce qui est directeur, c'est la préservation des champs d'expansion des crues. On ne densifie pas, on n'installe pas de nouvelles implantations dedans. Pas d'aggravation de la vulnérabilité de la population, c'est à nouveau pas de personnes sensibles. Pas de nouveaux logements. Par contre, les bâtiments agricoles et les activités de loisirs nautiques sont admis, sous condition. C'est-à-dire, pas de problème pour avoir un nouveau bâtiment agricole. Par contre, vérifiez si vous ne pouvez pas le mettre hors zone inondable. S'il y a une possibilité de le mettre hors zone inondable, on la préfère évidemment au fait de la mettre en zone inondable. Les zones rouges qui correspondent au secteur urbanisé et non urbanisé en aléa fort. Là, à nouveau, on évite les apports de population nouvelle, pas d'aggravation de la vulnérabilité, pas de nouveaux logements ni de population vulnérable, écoles, maisons de retraite, centres de soins. Mais à nouveau, bâtiments agricoles et activités de loisirs sont admis. Alors, là, à nouveau, j'en reviens sur un peu les objectifs qui sont recherchés à travers ces trois zones. Je ne vais pas le relire devant vous parce que je pense que j'en ai vraiment parlé, ça peut reprendre un peu les éléments. Il faut savoir que cette présentation sera disponible sur le site de la préfecture à la suite des réunions publiques, hein, donc vous pourrez les avoir. Ou alors, je crois qu'on a une grille à l'entrée où vous pouvez nous laisser votre mail ou votre nom et votre mail pour les personnes qui souhaiteraient le recevoir par mail. On peut faire ça aussi. Alors, ce règlement, il est en 4 parties. La première partie du règlement, ça explique sa portée, les dispositions générales. La deuxième partie explique comment on réglemente les projets, c'est-à-dire ce projet est possible en zone rouge, ce projet est possible en zone bleue, ce projet est possible en zone orange. Alors, le principe général, c'est en zone rouge, tout est interdit, sauf ce qui est permis. Zone rouge et orange. En zone bleue, le principe général, c'est tout est permis, sauf ce qui est interdit. Alors concrètement, les zones bleues, c'est le principe d'autorisation. Donc, on interdit par exemple les établissements recevant un public sensible, les décharges d'ordures, les établissements Céveso, pas de camping en zone bleue non plus. Par contre, possibilité de construire des maisons, à condition que le premier plancher de la maison soit à une cote au-dessus des inondations connues et qu'il n'y ait pas de sous-sol. En zone rouge, le principe c'est l'interdiction, sauf ce qui est permis. Donc, ce qui est permis, c'est tout ce qui est réparation et reconstruction après sinistre. On a le droit de refaire, bien sûr, de faire vivre son bien. On peut avoir des changements d'usage, c'est-à-dire à condition de ne pas avoir des créations de locaux de sommeil. On peut avoir des surélévations ou des extensions de 30 mètres carrés maximum. Je dirais, mais ces surélévations et extensions, évidemment, devront être au-dessus du niveau de la cote d'inondation. Donc, là est difficilement envisageable. Et on peut évidemment aménager les volumes existants. En zone rouge et orange, donc principe d'interdiction, sauf les constructions qui sont admises, et notamment sur les biens agricoles. Un bien agricole doit pouvoir, si on peut l'implanter dans une zone hors risque, on le fait. Mais si on est obligé de faire un bâtiment agricole dans une zone à risque, bon, il faut qu'il soit transparent hydrauliquement. C'est-à-dire qu'il a les côtés ouverts, qu'il laisse passer l'eau. Après, c'est quand même plus pratique de mettre un bâtiment agricole hors d'eau qu'en le détail, c'est pas de l'urbanisme le détail. On a le temps de le mettre au sec normalement. Voilà. S'il n'y a pas de grosse vitesse, ça monte doucement. Normalement. Après, je sais que pour le droit, le bétail est lié au sol, donc c'est un bien aussi oublié, je pense. Alors, au niveau des procédures et des étapes, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Aujourd'hui, on a consulté les conseils communautaires, communaux et municipaux pour demander leur avis sur le projet de plan de prévention des crues. C'est aussi la raison de ces réunions publiques, c'est qu'on souhaite vraiment que le public, le grand public, ait le même niveau de connaissance que les élus. C'est-à-dire que ces deux éléments, je dirais, on les fait en même temps. On va avoir une enquête publique qui va vraiment être là le vrai moment, je dirais, démocratique, quelque part où on interroge
je dirais, la population sur l'utilité publique, hein, sur les impacts, sur l'impact que ça a sur vous, qu'a ce projet sur vous. Et cette enquête publique aura lieu une fois qu'on aura recueilli l'ensemble des avis des conseils communautaires, c'est-à-dire vraisemblablement, je dirais, septembre-octobre, en octobre, plus vraisemblablement. Donc on aura une enquête publique en octobre. Je vous invite à venir, je dirais, consulter évidemment les documents et à déposer vos avis, évidemment. Et cette enquête publique, en fait, est pilotée par un commissaire enquêteur qui est nommé par le tribunal. Donc il n'y a vraiment pas de lien entre un commissaire enquêteur et les services de l'État, hein, il y a une vraie séparation. Et le commissaire enquêteur va recueillir l'ensemble de ces avis, va les synthétiser et va donner, je dirais, au préfet son avis. Il va lui dire, monsieur le préfet, voici ce que pense la population de ce projet de plan de prévention des risques. Et voici pourquoi je vous invite soit à approuver effectivement ce plan de prévention des risques, soit à le retravailler. Ça peut arriver. Donc, si l'avis du commissaire enquêteur effectivement je dirais, est positif, le préfet prend un arrêté préfectoral d'approbation du plan de prévention des risques naturels. Et celui-ci est intégré dans les différents documents d'urbanisme dans l'année qui suit l'approbation. Et il s'applique. Je dirais, il s'applique dès l'approbation, en fait, il est applicable pour l'ensemble des années d'urbanisme. Donc on est à peu près sur ce calendrier, donc enquête publique fin septembre-octobre, et l'approbation, je dirais, bon, après le temps qu'il faut pour bien avoir tous les rapports, donc fin d'année 2018. Alors, tous les rapports des différentes phases, tous les documents que l'on a produits, on va les mettre demain soir, donc à l'issue de la deuxième réunion publique, on va les mettre sur le site de la préfecture de la Manche, dans la section qui concerne le plan de prévention des risques de la civile. À nouveau, on indiquera évidemment que c'est un projet de plan de prévention des risques, hein, et qu'en tant que tel, il pourra être amendé, je dirais, il sera amendé en fonction, je dirais, des retours que vous ferez. Merci. C'était la dernière. C'était la dernière. J'avais une. Juste je réfléchissais en même temps à la question posée par monsieur et sur les eaux pluviales. C'est vous. Voilà, excusez-moi. Vous avez un moyen quand même de la réunion ce soir, mais j'en prends bonne note, mais vous avez le PLUI qui est en construction. Donc PLUI, plan local d'urbanisme intercommunal, puisque là on a une démarche intercommunale. Typiquement, à mon sens, mais je parle sous contrôle de mes collègues encore à la DDTM, le PLUI sera soumis à une enquête d'utilité publique exactement comme le PPRI. Il faut que vous alliez, au moment où il y aura cette enquête d'utilité publique, dire ce que vous avez dit aujourd'hui, notamment sur le fait que vous recevez des eaux pluviales que vous ne maîtrisez pas, hein, puisque c'est ça le sujet, si j'ai bien compris. Mais le sujet n'est pas le même, parce que vous parlez du passé, là. Quand on parle du passé, moi je parle de ce qu'on connaît avec le passé, c'est pour l'avenir, votre choix. Non mais attendez, je ne parle pas du PPRI. Vous avez apporté ce sujet-là, je vous dis que vous avez un moyen de faire entendre votre voix, et je vous donne le moyen de la faire entendre. C'est lorsque le PLUI sera l'enquête d'utilité publique, c'est à ce moment-là, on n'est pas dans le PPRI, là, on est dans le plan local d'urbanisme, excusez-moi d'être un peu technique, et c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment aller déposer vos observations avec des croquis. Vous avez le droit de mettre des pièces annexes, des photos, en disant voilà ce qui se passe sur mon terrain, je reçois les eaux pluviales 2, donc il faut organiser soit désimperméabiliser en amont, soit faire des bassins de rétention, soit curer les fossés, soit aller élargir les bûches d'eau pluviale ou dans les réseaux séparatifs, etc. Vous voyez? Excusez-moi, c'est parce que je réfléchissais à vos questions qui sont importantes. Moi, je me mets à votre place de ce que vous voyez. On parle même actuellement de bassins d'infiltration, chose qui est une bonne chose pour retenir l'eau, que de la mettre tout en ruissellement bêtement. Voilà. Donc, c'est pour pas... Je
je dirais, avoir une diversion par rapport au débat de ce soir, c'est plus pour vous dire, vous avez un document dans lequel vous pouvez faire entendre votre voix et même l'écrire avec document à l'appui, c'est au moment où on fera l'enquête d'utilité publique sur le PLU. T'es d'accord ou pas? Oui, sauf que là, il est en cours. Là, il est en cours, il n'est pas encore à l'enquête, oui. Bon, je pense qu'en tout cas, le message a été bien reçu. Il y a un sujet eau pluviale sur certaines parties de la vallée, donc c'est quelque chose qu'il faut regarder. Je crois que ça a déjà été vu, mais il faudrait relire le SAGE, schéma d'aménagement et de gestion des eaux de la vallée, qui avait pointé aussi un certain nombre de choses qui méritaient d'être faites. Alors c'était Michel Toury à l'époque qui avait lancé et présidé aux destinées du SAGE, et le produit fini dit clairement qu'il faut travailler sur ce qu'on appelle le ralentissement dynamique dans les parties amont de la vallée pour éviter effectivement que l'eau n'arrive très vite vers la vanne. Et c'est typiquement ce qu'on a décrit. Après, je pense qu'il faut... c'est un sujet effectivement à gérer à l'échelle de la vallée. Si vous permettez, au niveau du heurt, même si on est capable d'expliquer en mathématiques comme on fait, on est avant tout des gens de terrain. Et je pense, alors, pourquoi? Parce que pour financer nos recherches, on faisait des remplacements en libéral, et je me suis souvent confronté en remplacement dans les moments durs. En 99, j'étais dehors pendant la tempête. Alors, dans le sud de la Sarthe, par exemple, le Loir déborde très souvent. Et dans des endroits, il y a une mémoire de l'inondation. Et je me suis rendu compte ici qu'il n'y avait pas cette mémoire. Je vais donner un exemple précis. Du côté de lui, le chef de corps, c'était un pompier, évidemment, mais c'est aussi un agriculteur. Lui savait que le Loir allait déborder parce que 48 heures avant, dans une de ses parcelles, l'eau commençait à monter. Et il a décru 48 heures avant. Donc voilà, cette mémoire... Alors pourquoi je dis que cette mémoire n'existe pas? Contrairement à ce qui était dit tout à l'heure, j'ai été appelé il y a 2 ans en catastrophe pour enlever nos moutons et nos chèvres dans le bas des rivières. Il avait plu énormément sur le Montaut, ça a dévalé sur le Beuvron, et les gens des bas des rivières n'avaient jamais vu l'eau monter aussi vite. Avec Cédric Douaré, on a dû les sortir à bras, et heureusement, ils ont eu ce réflexe de se mettre sur les zones les plus hautes. Les animaux, alors qu'ils n'étaient jamais venus là, ils sont capables de s'adapter. Donc cette mémoire est importante. Autre exemple, ma femme était intéressée d'acheter sur Louvigny du désert. Et qu'est-ce qui nous a retenus? C'est que là-bas, il y a là où l'RL et l'Héron, si j'ai bonne mémoire, se réunissent, juste après, il y a le Moulin Neuf, qui est juste la limite entre la Bretagne et Pays-Loire. Qui normalement, il y a une digue qui contient 5000 mètres carrés d'eau. Quiconque va là-bas s'aperçoit qu'il y a un minimum d'1,5 hectare. Et si vous y allez vous promener l'hiver, ça ruisselle de partout. Donc si le jour où ça a pété, c'est directement sur Saint-Hilaire que ça part. Et je me suis aperçu que dans tous les débats que j'ai pu avoir, personne n'a été voir. Donc, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais si on n'intègre pas tout ce qui est en amont, on va dans le mur. Et l'autre exemple que j'entendais tout à l'heure, vous parlez de la crue centenaire. Moi, je vous donnais un autre... la crue centenaire. Surtout pas centenaire. Oui, enfin, centenaire. Une chance sur 100, tous les ans. Mais moi, je vous donnais un autre exemple. En 2000, souvenez-vous, le Vendée Globe n'est pas parti en temps et en heure. Et j'ai des attaches vendéennes parce qu'il y avait avec le bête du bord des barres de 10 mètres. Moi qui fais du surf, mes enfants font du surf, je fais la voile. Je veux dire que même les anciens n'avaient jamais vu ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Jaunet, qui n'est pas plus large que la Célune, faisait 200 mètres de large, et ça remontait à 40 km dans les terres. Pourquoi? Et j'ai été voir sur les cartes météo de l'époque avant de venir. Vous avez connu ça, mais c'était plus léger ici. Vous n'avez pas senti. Il y a eu une convergence entre des marées, des inondations et l'eau qui remontait, qui ne pouvait plus s'évacuer. On peut connaître ce phénomène. Et ça, ce serait dramatique. Et c'est pour ça que les Vendéens actuellement remettent des plans d'eau, refont des retenues d'eau pour essayer de réguler les fleuves côtiers. Et ça, il faut réfléchir à ça. Parce que quand j'entends le rasement des barrages, sans rentrer dans autre chose, on va raser quelque chose dont on ne connaît pas exactement la vitesse de l'eau, au moment où elle part, pour arriver jusqu'à la mer. On n'a pas de référence du passé. Et j'ai sorti un document où en 1830 ou 40, dans les archives d'Avranches, Ducé était connu pour être un lac en hiver, sans parler de crue. Et c'était connu que l'élevage du mouton, normalement, n'avait pas de possibilité, puisque les haies étaient trop serrées, et que le mouton adorait les haies. Donc, quand on se réfère au passé, quand on fouille un tout petit peu, nous c'est un peu notre domaine, c'est notre obligation dans ce qu'on fait, pour comprendre, eh bien on s'aperçoit qu'on a quand même des aléas qu'on ne connaît pas. Et ce serait bien de les intégrer.
et d'essayer de voir si des anciens ont cette mémoire autour. Alors, il y a un point important, je vais prendre la parole. J'habite près de la Cellune, sur une maison qui est là depuis plus de 800 ans. Donc cette mémoire, on la retrouve, parce qu'on s'aperçoit en faisant des fouilles dans cette maison qu'avant le barrage, chaque siècle, il y avait 12 cm d'alluvions qui augmentaient. Donc le terrain se surélève de 12 cm. Donc on a cette mémoire, elle existe, elle est là. Donc le point de marée aussi, cette maison a été construite parce qu'il y avait des bateaux à fond plat qui venaient de Chausey avec des pierres de granit et qui profitaient du mascaret et des marées hautes pour remonter. Ça veut dire que l'eau remontait par là. Donc voilà, il faut tenir compte. Et ce phénomène, on le voit quand il pleut beaucoup et qu'il y a des marées à contre-courant, des grosses marées, on voit l'eau s'inverser, le courant s'inverser. Donc ça, c'est des points à prendre en compte, même encore aujourd'hui, si on veut garder la mémoire du passé. Oui, sur l'exposé technique de M. Blondel, est-ce qu'il y a des questions tant qu'il est debout? Oui, petite question. Oui, monsieur. Entre 68 et 2000, on a quand même modifié nos terres agricoles. C'est un bien possible pour les agriculteurs. Mais la vitesse d'écoulement de la cellule a quand même augmenté énormément. Est-ce que c'est dans les nouveaux calculs, ce phénomène? Alors, vous dites que la vitesse d'écoulement de la cellule a augmenté. Oui, c'est une obligation, c'est évident. On a remonté, on a supprimé des talus, et automatiquement, l'eau... D'accord, c'est pas la cellule en elle-même, mais c'est la réactivité du bassin. C'est la réactivité du bassin versant. Et c'est vrai que c'est une vraie question, cette question du bassin versant. Un peu transversale à ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le plan de prévention des risques, c'est un document d'urbanisme sur la zone qui est inondée en bas de la vallée. Ce n'est pas un document de programmation et de programmation à l'échelle de l'ensemble du bassin versant. S'il devait y avoir, effectivement, là j'entendais parler de mémoire, moi ça me parle totalement. On travaille, j'ai travaillé récemment là, sur un plan d'action de prévention, enfin un plan d'action de prévention et d'inondation. Et ça, c'était une réflexion qui se mène à Papy, c'est une réflexion qui se mène sur l'ensemble d'un bassin versant et qui va travailler sur la culture du risque, c'est-à-dire les mémoires, la pose de repères de crues. On a posé des repères de crues il y a quelques semaines à Cherbourg, sur le Trottebec, pour rappeler qu'il y avait 1,50 m d'eau sur la place de la mairie. C'est des repères de crues. Ce sont des actions de culture du risque. En même temps, à Papy, un plan d'action de prévention des inondations peut aussi travailler sur de l'hydraulique douce, sur le bassin versant. On peut aussi travailler sur un programme d'aménagement, peut-être, on parlait tout à l'heure de bassins de rétention, de choses qui ralentissent les crues. Donc c'est une démarche, effectivement, qui est globalisante, qui permet, je dirais, d'attaquer sur tous les fronts la question des inondations à l'échelle pertinente, qui est l'échelle du bassin versant. Ce que vous dites, monsieur, est vrai, c'est-à-dire que, je le résumerai de la manière suivante, c'est-à-dire qu'on a malheureusement probabilité plus forte d'avoir une centenale actuellement qu'il y a 50 ans. Donc on peut avoir une occurrence d'événements de type crue centenale beaucoup plus importante. Si vous y additionnez les effets du changement climatique avec des phénomènes météo plus intenses, effectivement, l'addition des deux, transformation des conditions d'écoulement dans le bassin versant, plus événements climatiques plus intenses, si par malheur on tombe effectivement sur une marée, effectivement une grande marée au moment où arrive la centenale, là effectivement on tombe sur un événement qui va dépasser d'ailleurs ce qu'on est en train de décrire ici et qui sert de référence pour le PPR. On est sur des événements encore plus importants. On l'a quand même vu cette année, puisqu'en fait les barrages avaient quand même une cote relativement basse cette année, mais les volumes d'eau qui ont été stockés quand même derrière le barrage étaient relativement énormes, puisque les vannes de déversoir étant ouvertes à plein, je pense que peut-être que l'EDF a dû réguler à un moment donné pour contenir un peu l'eau en sortie, mais à un moment donné, on va arriver vers des catastrophes qu'on ne pourra plus contrôler. Parce que les gorges de la Cellule, c'est pas un nom qui date d'aujourd'hui, ça date d'avant-guerre. C'était pas au hasard qu'on appelait ça les gorges de la Cellule. Il faut quand même bien, je le dis, je le redis, je le dis en copie pour le dossier de l'arasement des barrages. Les barrages ont été construits pour produire de l'énergie électrique, c'est-à-dire pour être schématiquement pleins en hiver lorsqu'on a besoin d'électricité. Et comme ils sont pleins lorsqu'arrivent les crues, parce qu'elles arrivent quand même plutôt en automne-hiver,
effectivement, l'effet laminage du barrage, ça a été montré par l'étude EGIS qui a été réalisée de manière détaillée sur les épisodes de pluie passés, l'effet laminage des barrages, il est quasi nul. Il est nul. Non. Si vous voulez, je reprends les je pense que vous permettez juste que je rappelle les conclusions de l'étude EGIS, je vous passerai la parole. Étude EGIS de 2012. Effet retard, effectivement il y a un effet retard sur ce qu'on appelle l'horloge de crue, c'est-à-dire que la pointe de crue arrive de manière décalée de 2 à 6 heures, dans 50% des cas des événements. Et on parle de crue moyenne, d'intensité moindre que la centenale. Allongement de 2 à 4 heures de la durée de pointe de la crue dans 25% des cas. C'est-à-dire qu'effectivement, votre hydrogramme de crue, votre pointe, elle va durer plus longtemps. Mais nulle part on parle pour l'instant de volume complémentaire et finalement de niveau d'eau plus important. Et effet nul dans les 25% des autres cas étudiés. Écrêtement, on parle maintenant de l'effet laminage. Effet nul, quasiment nul, dans 60% des crues étudiées par les experts, donc en 2012. 5 à 10% du débit en moins, dans 40% des cas. Ça c'est quand? C'est effectivement quand les crues se produisent, quand le barrage n'était pas complètement, la retenue n'était pas complètement remplie. Donc effectivement, ça a un petit effet laminage, mais de 5 à 10%. Donc il faut remettre les choses en perspective, et je conçois que l'image, effectivement, pour tout un chacun de voir des barrages dans une vallée, on se dit, ça a forcément un effet bénéfique vis-à-vis des crues. Là, sur le mode opératoire dont ils sont utilisés. Moi, j'y suis pour rien. Voilà. Je voulais rappeler ça, c'est pas moi qui le dis, c'est des experts. S'il vous plaît, monsieur au fond là-bas qui avait levé la main. Je voulais juste réagir par rapport à ce que vous venez de dire, par rapport à l'utilité du barrage de Besançon, qui est un ouvrage qui a été fait pour faire des micro-électricités, donc pour l'électricité. En Bretagne, Guéridon, c'est un barrage qui a été aussi créé pour faire de l'hydroélectricité. C'est bon, monsieur le maire. Malgré tout, suite aux crues, aux inondations de Pontivy. C'est bon. Excusez-moi. Voilà. Malgré tout, par rapport aux crues, aux inondations de Pontivy à répétition, on crée une revanche dans le lac tous les ans de plusieurs mètres qui va permettre d'écréter, d'absorber une partie de ce débit. Donc pourquoi ça se passe en Bretagne, ça ne se passe pas en Normandie? Parce que la gestion de crues que vous évoquez là, parce qu'on a une consigne d'exploitation en crue qui est claire, qui est nette. On la modifie, on peut travailler autrement les crues du barrage. Ça, il faut y réfléchir. Il faut avoir une volonté de réfléchir autrement sur la gestion des crues. Excusez-moi, monsieur, est-ce que vous pouvez vous présenter parce que vous avez l'air d'avoir une compétence spécifique? Oui, j'ai une compétence spécifique, puisque je suis technicien en barrage de Besançon et je dois passer des crues depuis 93, j'en passe. D'accord. Donc je connais un petit peu le fonctionnement du barrage et des vannes, je les ai manœuvrées plusieurs fois. Donc c'est pour ça, il faut bien réfléchir à ce qu'on dit. Et depuis des mois, des années, j'entends que le barrage ne sert à rien. Alors je ne sais pas ce que j'ai fait depuis 20 ans, mais j'ai quand même le sentiment que les gens qui sont à l'aval du barrage de Besançon sont assez contents de nos prestations. Depuis les coups de 2000, qui avaient été malheureusement catastrophiques à du fait. Ce que vous dites, c'est que, si j'ai maintenant été bon, je suis nouveau sur le territoire, c'est que les barrages, clairement, ils n'ont jamais été construits pour réguler les crues, ça on est d'accord là-dessus, ils ont été construits pour faire l'hydroélectricité, mais vous dites qu'ils ont pris une nouvelle fonction finalement maintenant de régulation des crues. Le seul problème, c'est qu'elle est, encore une fois... J'ai dit que le barrage de Guéridon en Bretagne a réintégré cette fonction de gestion des crues. D'accord. C'est ce qu'avaient fait les Bretons, pourquoi les Normands n'étaient pas capables de faire la même chose. C'est la seule chose. Oui, mais parce qu'on parle, dans les slides, on parle deux fois de rétention en amont. Quelle plus belle rétention on peut faire pour protéger les UC que deux ouvrages avec des volumes de stockage de plusieurs millions de mètres cubes. Moi je vois pas. Non, mais, monsieur, il faut revenir à l'essence du pourquoi on choisit d'araser. C'est une décision politique, les deux barrages. C'est par rapport au potentiel de la continuité écologique et notamment la Excusez-moi, on va se mettre d'accord.
excusez-moi, s'il vous plaît. Est-ce que, moi je suis désolé. Oui, alors, est-ce qu'on pourrait un peu juste se respecter, parce que nous on est là pour une réunion d'information. Si il y a des gens qui viennent ici pour vociférer, ça on ne va pas s'entendre. Ce que je vous propose, je ne pense pas avoir interdit à quiconque de parler. Je voudrais simplement que ce ne soit pas les mêmes personnes qui mobilisent la parole. Il y a beaucoup de gens qui veulent peut-être parler. Il faut avoir le respect simplement. Si vous voulez intervenir parce que vous n'êtes pas d'accord avec Jean Kugler, dont on ne peut pas douter qu'il n'est pas là pour je ne sais pas faire quoi, pour des choses inavouables. Il est là uniquement, comme moi, pour protéger les gens et pour expliquer ce que c'est qu'un PPRI. On n'était pas obligé de le faire, on le fait. Respectons-le, vous demandez la parole, je vous la donne, il n'y a pas de souci. Mais pour la clarté du débat, s'il vous plaît, intervenez pas en se mettant à hurler, parce qu'on n'est pas, on est quand même des gens civilisés. Monsieur au fond, finissez, allez-y. Je me présenter, Gérard Stéphane, je suis conseiller municipal de la commune de Grand Paris. Très heureux. Deux points, mais surtout, le premier point, c'est par rapport à monsieur des DDTM et par rapport à ce qui vient d'être dit. Monsieur parle de continuité écologique. Je suis allé visiter le barrage de Pierre-les-Dents, donc été fini. J'ai pu discuter avec les agents là-bas des techniciens. Je leur ai posé la question, on a parlé des poissons migrateurs, on a parlé de la continuité écologique. Là-bas, ils ne sont pas inquiétés. Il y a le blavet qui passe dans le fond. Il n'y a pas d'échelle à poissons qui va être posée. Ils ne sont pas du tout inquiétés. Pourquoi chez nous, on nous massacre en nous disant faut la continuité écologique, il faut la remontée des poissons migrateurs. Et là-bas, ils ne sont pas inquiétés. Expliquez-moi pourquoi. Alors, c'est très simple, parce que le potentiel de la cellule est le plus important avec sans doute la C, et puis encore l'un ou l'autre autre cours d'eau, mais on est dans le top 5 pour les migrateurs. S'il vous plaît, vous permettez de laisser parler. Donc, merci. Je vous dis ce que des experts. Il y a ce potentiel pour les migrateurs. Deuxième point, il faut aussi appeler un chat un chat. Les barrages sur la cellule, ils ont quel âge? Ils vont vers leurs 100 ans. Ils vont vers leurs 100 ans. Laissez-moi simplement terminer, je vous repasserai la parole après. Donc ils vont sur leurs 100 ans. Donc effectivement, c'est des barrages. Il va falloir, si le choix avait été fait de les conserver, il y avait à injecter un certain nombre de dizaines de millions d'euros pour les remettre en état. Troisième élément, les barrages de Vezin et de La Roche-Quibois, ça produit combien d'électricité? Et ça coûte combien pour les ça produit. S'il vous plaît, est-ce que... Je termine là. Ça produit à peu près l'équivalent de ce que vous demandez la parole, je vous la passerai. Mais arrêtez d'interrompre tout le temps, monsieur Kugler, quand il parle. Respectez un peu les autres. Donc si on est ici pour vociférer, on ne va pas s'entendre. Moi, je suis ici. Moi, vous savez, je serais mieux chez moi, etc. Il n'y a pas de souci. Moi, je vais ici pour faire une réunion d'information. Vous n'êtes pas privé de parole, mais simplement, quand on est civilisé, on demande la parole, on vous la donne, et là, vous vous exprimez. S'il vous plaît, vous laissez finir monsieur et Jean Kugler. Donc, la production... La production oui, énergétique. écoutez, c'est incroyable. La production énergétique des deux barrages dans la vallée de la Célune, elle est à peu près équivalent à une grande éolienne telles qu'on va les installer dans la mer. Voilà, c'est les éoliennes géantes telles qu'on installe actuellement et qu'on se prépare à installer, qu'on va construire à Cherbourg. 14 MW. Ça produit à peu près ce que produit les deux barrages de Vezin. Donc il faut aussi avoir ça à l'esprit. Est-ce qu'on pourrait revenir au PPRI? Je veux bien que vous parlez barrage encore, mais si vous voulez, ça veut dire qu'on revient au PPRI. Monsieur, vous aviez demandé la parole. Vous ne l'avez pas demandé, mais vous avez interrompu. Allez-y. Puisque vous convenez que les variations climatiques sont de plus en plus inquiétantes dans bien des domaines en cause d'inondation, et c'est pour ça qu'on fait un PPRI, donc un plan de prévention du risque d'inondation. Est-ce que vous prévoyez aussi un PPRS, c'est-à-dire un plan de prévention des risques de sécheresse? Il y a une belle réserve d'eau aussi au barrage de Vezin. Alors, il y a des plans sécheresse qui sont déclenchés chaque fois qu'il y a besoin. Là, pour moi, je ne crois pas qu'on soit dans cette... Il n'y a pas de problème. Donc, okay. Le préfet vient de lancer le PGRE en gestion des ressources sur la branche. Donc, effectivement, le sujet que vous abordez, on a eu la réunion de lancement lundi dernier. Donc mais je ne crois pas leur programme. Mais je ne crois pas. Mais encore une fois, vous connaissez mieux que moi les barrages de la Cellule. Non seulement ils n'ont pas été faits pour réguler les crues, mais je ne crois pas qu'ils étaient faits non plus pour des besoins d'irrigation. Bien sûr, en 1968, quand il y a eu la grande sécheresse, M. Pinel, qui était maire d'Isigny à l'époque, a lui-même pris un véhicule avec une citerne pour aller alimenter les animaux des fermes qui n'avaient plus rien à voir. C'était 76. 76. Bon. Alors, ça, évidemment,
personne ne veut se rappeler. De toute façon, vous avez décrété depuis 2009 que vous allez araser les barrages. Moi, j'ai rien décrété. Et vous leur avez... Moi, j'applique les décisions. C'est pas nous qui avons décrété. Hein. Et depuis, de toute façon, quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, il n'y a rien à faire, vous leur trouvez tous les maux. Et on dit chez nous à la campagne, quand on veut tuer son chien, on lui trouve tous les défauts. Voilà, c'est tout. Non, alors c'est Molière qui disait qu'il veut noyer son chien à cause de la rage. Mais il faut citer exactement. Moi j'aime bien, je tiens beaucoup à Molière. Donc ce que je veux vous dire, c'est que, encore une fois, moi je ne suis pas là pour débattre de s'il faut raser le barrage ou pas, parce que d'abord, je n'ai pas le pouvoir de prendre des décrets, d'accord? C'est une décision qui a été prise. Moi, je n'ai pas la compétence, vous l'avez certainement, mais moi je ne l'ai pas, pour savoir si, entre l'équilibre entre la continuité écologique, l'hydroélectricité, la régulation des crues, il y a des sujets, ça a été tranché, c'est fait. Moi, je voudrais qu'on revienne, s'il vous plaît, sur le PPRI. S'il y a des gens qui sont dans les zones de PPRI, ils ont peut-être des questions à poser. Je ne voudrais pas qu'on monopolise le débat autour du barrage, parce que sinon, on aurait une discussion, ben, c'est bien, comme au Café du Commerce, mais on ne va pas aller beaucoup plus loin. Monsieur, mais après, il faudra qu'il y ait d'autres gens qui s'expriment aussi. Allez-y. Je fais un simple constat. Là, je pense que l'écologiste, je suis classé depuis longtemps comme tel, Mettez longe le Beuvron, on ne voit pas les saumons remonter. Je pense que quand on voit la couleur de Beuvron, ce qui descend même de Bretagne, on comprend pourquoi. Maintenant, ce n'était pas le but de mon intervention. Ça, c'est un constat. D'accord. Et le Beuvron se jette après les barrages. Donc les saumons pourraient remonter. Là, je suis pas saumon. Logiquement. Logiquement. Et par contre, là où je voulais en venir par rapport au PPRI, tout le monde parle du réchauffement climatique. Mais personne ne parle du mouvement qu'on est en train de voir à l'heure actuelle, qui renforce ces phénomènes, ce qu'on appelle le minimum de Maunder. Ça a été évoqué en 2010, la NASA l'a confirmé en 2012. C'est le décyclage des cycles solaires qui fait qu'on va baisser en intensité, ce qui a créé de 1615 à 1700 une microglaciation qui a fait des millions de morts en Europe. Ça se traduit actuellement, on le voit, mais ce n'est pas évoqué, par des hivers très rigoureux qui sont en train de battre des records au niveau planétaire. Et ce qui est marrant cette année, si j'ose dire marrant, c'est que là, cette année, vous allez voir que partout, on a entre 20 et 40 quintaux de moins à l'hectare en blé. Non, 10-15. 10-15 dans certains secteurs, mais actuellement, les données que j'ai en moyenne. Est-ce que sur notre PPRI, ça conduit à... Alors, par contre, par rapport au PPRI, justement, ces deux cycles qui sont en train de se... On devrait être très prudent, je dirais, sur les zones. Parce qu'on va avoir de plus en plus de microclimats. Les microclimats vont se renforcer, si j'ose dire. Et il va plutôt falloir faire une étude très détaillée, si on peut, avec la méconnaissance qu'on a comme des deux phénomènes, des incidences qu'il y a à avoir en termes de pluviométrie et de sécheresse. Parce qu'en février, j'annonçais qu'on allait vers le sec. Les copains rigolaient. Sauf qu'on savait, le pissenlit est en racine pivot profonde. Et quand les pissenlits partent en racine pivot profonde, on sait qu'on va vers une zone de sécheresse, même si l'apparence, il poussait dans l'eau. On était en zone... donc, voilà. Pourquoi? Parce que le végétal communique sur des milliers de kilomètres. Et est capable d'anticiper. Donc, c'est des paramètres comme ça, peut-être un peu idiots, mais quand on parle de la mémoire de la plante... Non, je veux dire, ça paraît un peu étrange, mais on sait, par exemple, que les hivers vont être rigoureux. Quand on voit la ronce et l'aubépine partir en branche, quand les 4 grands hivers sont couverts de fruits. Les anciens le savaient. Maintenant, on comprend mieux, on sait que... Voilà, c'est des choses qu'il faut intégrer par rapport au végétal. Je préférais, pour ce débat, moi j'inviterai mon ami Jean-José Dugiec, qui en parle mieux que moi. C'est un débat sur l'écologie, le changement climatique et puis les phénomènes. Il a anticipé aussi. Non, mais je suis d'accord. Je suis encore désolé, encore une fois, c'est pas pour briser le débat, simplement c'est que moi j'ai pas. Alors, moi je n'ai pas, mes collègues l'ont un petit peu plus, mais on n'a pas une compétence non plus universelle. On ne parle pas sur globalement l'écologie, l'arrangement des barrages et tout, parce que ça c'est des décisions sur lesquelles moi j'ai pas de prise aujourd'hui. Ce soir on est là sur l'explication du PPRI pour les habitants de la vallée de la Cellule. Quel impact pour Madame, je suis content, enfin une dame. Quand même. Vous laissez pour nous poser la parole, par exemple. Enfin, c'est loin tout ça, mais j'ai connu les talus et tout ça. Est-ce que si on n'avait pas enlevé ces talus, est-ce qu'on serait là aujourd'hui? Il y a une vraie question des pratiques culturales, en fait, des choix de culture qui peuvent être faits sur un bassin versant, où effectivement les haies jouent un rôle, mais aussi les couvertures végétales, les choix agricoles. Voilà. Oui, parce évidemment, l'usage l'usage qui est fait des terres agricoles impacte directement
les capacités hydrauliques de l'ensemble du bassin. Monsieur. Toutes nos inondations, je reviens encore sur Saint-Benoît, toutes nos inondations sont dues, oui, mais j'y tiens, je vous dis, en temps d'inondation, ça ne se passe pas comme ça. Toutes les inondations qu'on a à Saint-Benoît, on est au fond de la vallée, sont toutes dues par des orages. C'est pas la vallée de la Sélune qui inonde comme dans les bottes du Seine et rien de tout. C'est que des orages. Donc le mode de culture qui a changé, je suis allé voir, dernière inondation, tout ce qui a dégueulé dans le fond de Saint-Benoît, ce n'est que des champs de maïs qui venaient d'être faits. Pulvérisés, tout frais fait. La terre n'était pas stabilisée, rien du tout. Tout a coulé, en bout, tout a coulé. Ce n'était que ça. Par contre, ils font des rotations de culture maintenant, que je sache, ils font des rotations de culture tous les 3-4 ans. Ils ont obligation de passer en pied des champs de maïs et vice-versa. Aucun champ de maïs où je suis allé, parce que je vais les lendemains de chaque inondation faire mon tour, j'ai fait 21 km le matin, aucun champ de blé, aucun champ d'orge et tout n'a dégueulé, même s'il est en versant. Par contre, les champs de maïs, on peut y aller tout de suite si vous voulez, je vais vous les faire voir, il n'y a pas de talus de fait, il n'y a pas de banc en herbe de laisser comme en Bretagne ils font, parce qu'il y a différents mondes. En Bretagne, ils laissent au bord des cours d'eau, ils ont obligation de laisser 10-15 mètres de banc en herbe pour éviter, au bord des rivières, au bord des bassins versants, tout ça et tout. Là, il n'y a rien. J'ai l'impression que vous citez tous la Bretagne comme un modèle. J'ai parlé l'autre fois avec le conseiller départemental Capitaux Ferré, il m'a dit il y a deux mondes. D'accord, merci. Monsieur. Je suis désolé, monsieur. Je vais vous répondre. Je suis agriculteur et je me sens bafoué. Je me sens bafoué. Non, mais quand il y a eu l'orage, le dernier orage, les champs de maïs, bien sûr, ont déboulé, mais parce que la terre avait été bougée. Quand vous avez parlé des serrats à la paille, si ça avait été à l'automne, ça faisait la même chose. Le bas des rivières, il n'y a pas de maïs dans le bas des rivières. Vous avez vu le talus, comment il a dégagé. Et les traitements, quand le dernier orage est arrivé, il n'y avait aucun traitement de fait. Les traitements, ils se sont faits après l'orage. Après l'orage. Le maïs, il était haut comme ça. Ah mais je vous arrête tout de suite, c'est facile à démontrer, très facile à démontrer. La terre a déboulé parce que la terre avait été bougée, et ça, la terre qui est remuée, vous savez bien que quand on fait des travaux et quand on fait des terrassements, il vient un orage, et ben ça déboule. Ça, voilà. Ok, merci d'avoir rétabli ça. Moi je pense que effectivement, la culture, là, parce que le maïs, là par contre, je sais de quoi je parle, ça imperméabilise pas les sols quand même. Donc il ne faut pas accuser l'agriculture de tout. Oui, mais ça serait arrivé au mois de novembre après les céréales, ça faisait la même chose. Bien sûr. Monsieur. Vous parlez de Doucet, mais Saint-Hilaire est aussi impacté énormément par les inondations. On n'a pas vu de Saint-Hilaire, c'est très peu. Parce qu'en fait, la Sélune, j'étais un peu jeune et mon père a vu en 68 quand même l'eau monter au niveau du mur de l'abattoir, qui est un bâtiment qui est relativement vieux puisque c'était une distillerie à l'origine. Et aujourd'hui, il y a quand même toute une zone construite en face avec des maisons en sous-sol. Ça interpelle parce que on a quand même des terrains qui ont été remblayés parce qu'il y a eu l'après-guerre où on a stocké un tas de matériaux. Le bricomarché, tout ça, c'est vraiment des zones inondables. Et on a quand même des volumes d'écoulement qui viennent de la Sélune qui sont relativement importants. La parole est à la défense, monsieur Bourdel. C'est justement pour ça qu'on a voulu rencontrer, d'une part, des personnes, enfin des habitants, on va dire, de l'ouest, de la Flandre, du Beuvron, de Doucet. Et demain, on va à Saint-Hilaire, on va au lycée agricole de Saint-Hilaire pour répondre justement à d'autres personnes qui habitent là-bas. Et effectivement, on aura le... Parce qu'en 1910, ou c'est ou même 1907, parce que je crois que c'était même avant, le bas de Saint-Hilaire, la Pavaille, ce qu'on appelle la Pavaille, c'était les familles Toury, qui étaient originaires d'ici. Et donc c'était des terrains qu'on pendant très longtemps, on ne savait pas où était la Sélune et les ronds. Tellement ça a été longtemps inondé. Saint-Hilaire était quasiment encerclé par les eaux. Y compris là où se trouve la rocade de Saint-Hilaire. On a, quand ils ont fait les terrassements, que cette rocade n'est pas très très vieille, dans le lit d'origine, c'est l'ancien Héron, quand même, à l'origine. Et en cas de crue majeure, ça reprendra cet axe-là, quoi qu'il arrive. Alors, monsieur Blondel, qu'est-ce qu'on dit? Oui, on dit qu'on connaît Saint-Hilaire. Cette zone de confluence, on sait qu'elle est très sensible, effectivement, et qu'il y a la zone d'expansion des crues est quand même très vaste là-bas. Effectivement,
on le voit d'ici d'ailleurs, regardez Saint-Hilaire, il y a beaucoup vous de avez les cartes rouge. au fond pour aller les consulter après. Il y a énormément de rouge et de orange, et des zones vraiment qu'on va préserver de toute activité. Alors, il y a quelques colonisations effectivement dans les champs d'expansion des crues, mais ça sera limité. Ok, une réponse de M. le maire sur l'état du. Oui, en ce qui concerne la communauté de communes de Saint-James, je suis élu quand même depuis un certain nombre d'années au niveau de cette communauté. Depuis 6 ans, on a refait plus de 30 km de talus. Bon, c'est insuffisant, c'est vrai, mais reconnaissez que ça a été fait. Et je pense qu'il y a des communes qui étaient très sensibles, la mienne en premier, Saint-Ouen-Tergat, et je peux vous dire, heureusement qu'on a protégé le Mou, parce qu'on connaîtrait régulièrement des inondations. Alors c'est vrai que l'autre jour, on a connu un passage d'eau assez violent, parce qu'il y a un des talus qui a lâché, et toute l'eau qui était derrière a dévalé, ça a duré 5 minutes. Alors que moi j'ai connu des inondations qui ont duré pendant plusieurs jours et qui ont envahi plusieurs maisons. Alors, ce qui veut dire qu'on essaye aussi de prendre, je dirais, le contre-courant un peu pour protéger. Alors c'est vrai que c'est insuffisant, on n'en fait pas assez, mais je crois que globalement, au moins le Tergat, Saint-Laurent et Saint-Aubin sont 2 communes qui ont refait du talus. Et reconnaissez que ça a été fait. Et ça coûte quand même relativement cher. Et les agriculteurs, pour qu'ils acceptent, ça veut dire aussi qu'on ne leur demande pas forcément de payer toutes ces infrastructures, parce que sinon, il n'y a aucun agriculteur qui accepterait, ni propriétaire, ni exploitant. Donc c'est en fait des éléments qui sont pris en charge par l'agence de l'eau et aussi par une contribution de la communauté. N'oubliez pas ça. Alors je reconnais qu'on n'a certainement pas fait assez, mais 30 km, c'est toujours 30 km, c'est fait. Monsieur Ambleu. Oui, Jean-Pierre Ramon, moi je m'interroge par rapport au pont de Potobo, l'ancien pont de pierre. C'est un pont qui avait 10 arches. En 1900, il y avait 10 arches, la cellule dépassait sur les 10 arches. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 5 où la cellule passe. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le reste est pris par la terre. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le reste est comblé de la mer. C'est là-bas, donc, ça vient la mer, c'est l'envasement du Mont-Saint-Michel qui a remonté la cellule. C'est un DDM qui a des... Oui, et donc ça réduit effectivement le passage de la cellule, c'est ça? Oui, c'est un phénomène qui est très important, c'est la moitié du cours d'eau. Excusez-moi, je ne sais pas où il est, il est quand vous voulez, pour vous-même, c'est le fond. Excusez-moi, c'est fait à moins de en repartant, quand j'irai à Saint-Benoît, j'y passerai. Oui, mais ça fait rien, je passerai par Saint-Benoît quand même. J'irai me faire payer le café. Non, mais vous, ouais, non, mais sérieusement, c'est quoi? Ça veut dire qu'il faudrait rouvrir redégager les arches? Vos collègues de DDM, ils ne peuvent pas me répondre là? Ah, vous savez, on n'est pas des magiciens et je ne vais pas vous dire voilà ce qu'il faut faire et voilà, c'est pour cette raison. Si manifestement, c'est sans doute une zone où il y a, je pense, des effets chasse qui se produisaient, qui ne se produisent plus. Et donc, effectivement, il y a une sédimentation et une colmatation au droit de ce pont. Je ne vais pas vous dire comme ça instantanément, il faudrait faire une analyse hydraulique un peu fine pour voir ce qui se passe à cet endroit-là. Est-ce que, je ne veux pas être provocant, hein, n'y voyez aucune provocation, mais est-ce que l'arasement des barrages, justement, de restituer à la cellule son cours naturel, peut conduire à ce que la cellule retrouve? Non, ça vient pas de... Non, mais je ne sais pas, je suis... Non, mais... Ah, c'est la mer, là? Ah oui, c'est vraiment très bas. Oui, on est en aval. On a joué au sorcier aussi, au Mont-Saint-Michel, là. Avec le barrage sur le Coinon et tout ça, on est en train d'ensabler Tonlaine. Maintenant, on nous dit, un de vos collègues me disait il y a 15 jours, eh bien, on ne parle plus de désemblement de la baie de Mont-Saint-Michel, mais seulement d'un étalement des sédiments, parce qu'on ne pourra jamais les renvoyer ailleurs. Il y a sur le RCM, l'ouvrage du rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel, il y a un conseil scientifique qui se réunit régulièrement et qui montre que les effets chasse du barrage fonctionnent très bien et qu'il y a un certain nombre de fausses idées qui circulent sur des effets néfastes qu'il aurait dans la baie, qui ne sont pas avérés pour l'instant. Il y a des relevés précis qui sont faits. Mais méfions-nous quand même des bruits de couloir en disant j'ai entendu que, etc. Il faut se méfier. Monsieur. Oui, je voudrais répondre pour le pont de Potovo. J'ai connu l'époque, et mes parents et mes grands-parents ont connu l'époque où tous les agriculteurs allaient chercher les sédiments et la tangue.
Et depuis 50 ans, depuis 40 ans, on n'y va plus, forcément. Parce que le droit a été enlevé. Mais à ce moment-là, le pont était dégagé. Hein. C'était un avantage pour les agriculteurs et ça dégageait naturellement la cellule. Tous les ans, les gens, au mois de septembre, allaient chercher une langue et ça dégageait. Et on payait la pelleteuse. Et puis un beau jour, l'administration, pour la protection du littoral, a dit attention, c'est devenu très complexe pour avoir l'autorisation de payer la langue. Donc c'est devenu tellement complexe que personne n'en prend plus. Et si jamais... donc on va avoir l'autorisation. On va regarder, mais ça faisait partie. Je ne sais pas si la DT a des infos là-dessus, sur ce prélèvement de temps. Mais c'est une bonne question. C'est une bonne question. Merci pour ce pont et éventuellement le prélèvement de temps. Il y avait une question de monsieur au fond. Il est loin là-bas. Oui, là-bas. Voilà. Je ne vois pas. Par rapport au monsieur de DTN, je suis allé faire la traversée du Mont Saint-Michel il y a 8 jours, le week-end dernier. Il faut y aller. Et on a parlé justement du fameux barrage du Poinon, l'effet chasse d'eau, sauf qu'en ce moment, vous êtes d'accord avec moi, ça ne fonctionne plus. Ah bon? Dans les cours d'eau, il y a la séparation, il y a une digue de séparation. Oui. Ah, il y a des travaux. Ça s'est cassé la figure, on est d'accord. Les gens de chez Vinci qui étaient faire les travaux à Vezin sont remontés là-bas en catastrophe pour recharger. Sauf que là, 50 mètres plus bas, ça s'est cassé la figure. Donc c'est sur le bras. Aujourd'hui, le gars du Mont Saint-Michel m'a bien certifié que ça, c'est sur un des deux bras. Le syndicat mixte a apporté effectivement des travaux. Et l'État vient de dégager les crédits pour l'entretien qui viennent d'arriver, je confirme, plus d'1 million d'euros pour l'entretien du barrage, effectivement, ces travaux-là à faire. Il y avait quelqu'un d'autre qui avait... Oui, monsieur. Au des rivières et du pont de Potebeau, comment se fait-il que la rivière n'est pas entretenue entre Ducé et Potebeau? Il y aurait une évacuation qui se ferait plus rapidement. Et des arbres qui se trouvent en travers, à qui revient ces travaux-là? Il y en a plein. Ah, l'entretien. Qui c'est qui enlève les... Non, c'est à cet endroit, c'est le domaine maritime. On est sur le DPM. Oui, il y a une réglementation particulière à partir de l'UC où ce n'est plus du domaine privé ni de commune et ça reste. Sur la partie domaine public maritime, après les inondations du mois de janvier, parce que c'est qu'on a fait des interventions pour enlever les embâcles sur la partie aval. Donc on a fait des choses sur la partie qui est choix à l'État. Après, sur la partie non domaniale, j'ai pas l'info. Si le syndicat qui gère la question n'est pas intervenu, il faut regarder les choses. On va noter. Moi, je me permets d'ajouter sur le pont de Pontevaux, il faut remarquer, et l'agence de l'eau, elle l'avait signalé dans une de ses revues, que les débits d'eau des cours d'eau, en général, diminuent. C'est vrai que la Célune, moi j'ai l'impression qu'on a beaucoup moins d'eau qu'avant. Et l'autre problème, c'est qu'on a le fond qui remonte, c'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de dépôts. Et quand j'ai vu il y a quelques semaines ce qui sortait du barrage de Vezin, parce qu'on a fait une belle opération, toute l'eau qui était chargée, qui traversait la zone du Cépoyer, a laissé déposer tout ce qu'elle contenait. Donc on a le niveau d'eau, le fond de la cellule qui remonte tranquillement. Il y a beaucoup moins de débit, et c'est peut-être pour ça que le pont de Pontevaux a du mal à se dégager. Est-ce que vous fixez pour... est-ce que vous utilisez des drones? Je ne sais pas si vous connaissez le père Corbin, qui est bénédictin, qui est très avancé sur la permaculture. On a fait des photos, j'ai fait la même chose sur un copain qui est en Orlan. On a utilisé les drones pour avoir une idée où étaient des anciens lits. Parce que malheureusement, il y a des cours d'eau qui ont été effacés des cartes. Et on sait que quand l'eau tombe, elle retrouve son chemin. Malgré que ce soit nivelé au bulldozer, etc. Et on est très surpris, quand on est aux eaux du sécheresse, de revoir ces veines sèches se dessiner dans le sol. Et là, si on ne les identifie pas, on risque d'avoir de sacrées surprises. Quant à l'usage des drones, c'est effectivement des technologies aujourd'hui qu'on va, je dirais,
qu'on est en train d'engager. Aujourd'hui, on va surtout travailler avec des drones sur tout ce qui est la surveillance du littoral. Mais effectivement, une fois qu'on sera équipé, il faut qu'on établisse un programme, je dirais, de travail pour que ces drones soient le plus souvent en vol, évidemment. Mais effectivement, c'est des bonnes idées d'usage, effectivement. Ça permet de dépister les zones, y compris sur des grandes parcelles de culture. Et là, on s'aperçoit que les bibliothèques ont disparu, qu'on trouve grâce aux photos aériennes. C'est un peu comme les traces archéologiques qu'on peut voir. Ça y est, j'ai vu où était le pont de Pont-Tombou. C'était la question des haies. Il se trouve que je suis agriculteur et je représentais mon organisation syndicale. Il y a eu une grande réunion sur les haies. Donc il y a une unanimité des 3 organisations pour penser qu'il faut remettre des haies. C'est-à-dire que les agriculteurs ont conscience qu'il faut faire quelque chose à des différents niveaux. Mais on a dit aussi une chose. Recréer le bocage normand. Non, on ne peut pas. Là, ce qu'on a expliqué quand même, c'est que pour une parcelle de 5 hectares en blé, les moissonneuses actuelles rentrent un quart d'heure. Ce qui est dément. C'est-à-dire qu'on va vers une technologie de plus en plus grande, qui n'est peut-être pas adaptée à nos cultures, qui vient des États-Unis. On est sur du gigantisme pour certains trucs, mais par ici, c'est peut-être pas adapté. Le problème, c'est qu'un quart d'heure, il faut tout inventer, il faut emmener ça ailleurs. Ça pose un problème. Par contre, on est tous d'accord pour dire qu'il faut recréer des haies, mais des haies adaptées au sol. C'est-à-dire pas des haies linéaires, mais bien tenir compte, je dirais, des lignes de crête, des alvègues, etc. Et ça, c'est un point important, mais aussi on a fait remarquer qu'il serait bien que les communes fassent un effort pour ne pas raser la terre avec les broyeurs. Parce que quand les broyeurs passent, et là, à Valjoie, j'en sais quelque chose, ils attaquent la terre. Alors comment un talus peut tenir quand on attaque la terre? Et ça, c'est un point important, parce qu'il y a eu beaucoup d'inondations, et des talus qui se sont effondrés, parce qu'on ne tient pas compte du tissu. On ne tient pas compte des racines. Donc tout le monde a intérêt à faire un effort sur le sujet. Surtout la racine qui descend. Mais alors on n'en trouve pas sur les talus. Non, mais... Là, revenons au PPRI. Est-ce que sur le tracé, sur les plans que vous avez vus là-bas, que j'ai ici, là, j'ai pris ça pour voir le pont de Montauban, là où il était. Merci. Est-ce que vous avez des questions plus précises sur l'exposé de M. Blondel, et notamment, je ne sais pas, les zones qui sont... Oui, monsieur. Juste un point, quand est-ce que ce plan sera défini? Peut-être qu'on aura les solutions pour justement voir quel est le plan de prévention. C'est vrai que le terme plan de prévention de risque d'inondation peut être un peu trompeur, je vous le conseille, parce qu'en fait c'est un plan pour prévenir les habitants et leurs biens des effets des inondations. Ce n'est pas un plan pour définir les mesures de nature à améliorer la situation vis-à-vis des inondations. Donc il n'y aura aucune mesure prise. Il n'y a pas de mesure pratique. C'est pas le rôle du PPRI. C'est pas le but d'un PPRI. Est-ce que dans ce projet-là, il y aura des mesures prises? Alors les mesures prises, mais en fait on revient sur le débat de monsieur là-bas, là, justement, qui parlait de l'arasement, en fait, de couper les herbes, les racines, recréer des haies, etc. Bien sûr qu'il doit y avoir une réflexion là-dessus. Mais alors là on est dans le cadre de ce qu'on appelle GEMAPI, c'est-à-dire la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, qui appartient aux collectivités maintenant par la loi depuis le 1er janvier 2018. C'est un débat que doit avoir, c'est la compétence de la communauté d'agglomération. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot?